et bonsoir. Yo les gars, Comment ça va? ça c'est top, hein. Franchement là, donc je viens d'arriver, je suis impressionné par le setup. C'est cool, merci. C'est un délire, ce studio est un délire. J'ai expliqué à Marc, on se rencontre pour la première fois avec Marc, donc on s'est appelé simplement par téléphone, on a échangé quelques sujets. Ce que Marc ne sait pas, mais ce qu'il va savoir maintenant, c'est que le conducteur que je lui ai envoyé a bien évolué depuis et c'est fait exprès, Ok, c'est fait top. pour qu'on arrive. Et en plus de ça, ce n'est même pas moi qui l'ai imposé, on aura le moment jus de pomme. Voilà. Ok, parfait. T'étais chaud. Mais il faut dire jus de pomme. On dit jus de pomme. Ok, d'accord, on dit jus de Parce pomme. que c'est du Ok, jus de d'accord. pomme. D'accord. On sait pas ce que c'est un mythe. Ok. Tu vois, Moi les c'est gars, le concept. pour ceux qui me connaissent, ma résistance au jus de pomme est assez faible. Mais ok, très bien. Plus que je t'ai pas dit, c'est que je suis éclaté là. Ah ouais, t'es Ah fatigué? ouais, je suis éclaté next level. Hier, Hier, en fait, j'avais une conférence le matin à 10h pour toutes les meufs des écoles qui se font la relation entreprise dans les grandes écoles, tu vois, 70, D'accord. écoles de commerce d'ingénieurs, ça c'était à 10h. Ensuite, je faisais une conf sur le métier de vendeur chez Claranet, qui est une grosse boîte d'IT avec 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Après, j'animais une table ronde pour les échos à 17h. Entre les deux, j'avais un café avec un de mes clients. Incroyable. Et à 19h30, j'avais le plateau de mon émission, le talk show Métier de rêve avec un mec de Private Equity. Et là, ce matin, j'étais au Creator Show avec The Webedia. Ok. J'ai vu Domingo, Inoxtag, tout ça. Ouais. Chambé. Ouais. Je veux que tu nous racontes, parce que évidemment, j'ai mis en titre de ce live Twitch ton ancien poste. Donc, t'es ex-vice-président, tu n'occupes plus ce poste de chez Goldman Sachs. Donc, Ouais. déjà, ouais, qui tu es. Et enfin, en fait, Ouais. aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que c'est rare qu'on vive aussi les transitions de parcours. Souvent, les personnes qu'on reçoit sont souvent dans le même parcours qu'elles occupent déjà depuis 10 ans et il n'y a pas eu de transition. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est justement cette transition que tu as faite et que tu pourrais nous expliquer pour comprendre un petit peu d'où tu viens. Ouais, carrément. Je vois quelqu'un qui met dans le chat pourquoi ex alors qu'ils sont 3000. Quand on dit ex, ça veut dire que je ne le suis plus, je travaille plus chez Goldman Sachs aujourd'hui, j'ai quitté Goldman Sachs en février 2022. D'accord. Ah oui, c'est récent. Et Ok. effectivement, vice-président, tu vois, dans les banques américaines, c'est un titre hyper pompeux qui veut dire que tu as survécu 6 ans, quoi. T'as fait pendant 6 ans, tu étais dans la banque et sans te faire virer, en gros. Ah, je savais pas. Il y a un système en fait dans les banques américaines qu'on appelle up or out, c'est-à-dire soit t'es promu, soit t'es réorienté. Voilà. D'accord. Donc Et ouais. promu par le nom du poste. Ouais. Et par, Et par le salaire, bien et sûr. par les clients que du coup tu couvres, et par tout ce qui va avec, ouais. C'est ça. Ok. C'est ça. Donc vice-président, tu vois, tu m'apprends un truc. Moi, je pensais pas. Je pensais que vice-président, c'était vraiment un poste. Ouais, enfin, c'est un titre. c'est en un fait. statut. Ouais, c'est un statut, c'est Ok. ça, c'est un titre. C'est comme toi qui as ton super truc d'1 million d'abonnés sur YouTube, tu vois, voilà. C'est un Je suis peu pas le ça, seul. c'est un titre, et bien sûr, je suis pas le seul. Et effectivement, Goldman Sachs, tu vois, il y a 35 000 personnes worldwide, D'accord. et on doit être 3000 vice-présidents, un truc comme ça, tu vois. Ok. Voilà, donc il y en a, tu vois, bien sûr, plein d'autres, tu vois. Après- Ça veut pas dire que j'étais le numéro 2 de Goldman Sachs. tu vois, Non, bien c'est sûr. clair, c'est mais, clair. mais sans jouer sur les mots, c'est quand même. Parce que t'as que 31 ans, 32. 32 là, Ouais. et t'as passé déjà 7 ans. Enfin, c'est quoi ton parcours, juste pour comprendre à quel âge t'es arrivé en plus dans cette. Ouais, alors très rapidement, en gros, je fais une classe préparatoire commerce voie scientifique. À l'époque, ça s'appelle ECS. Quand je rentre en école de commerce, je me fais chier de ouf parce qu'il y a plus de maths, il y a plus de cours que je trouve techniques et ça, voilà. Donc je décide de devenir prof de maths en classe préparatoire. J'ai 2 classes de 15 élèves et tout ça, je fais des sélections pour devenir prof. Je suis pas agrégé, mais c'est cours dans une prépa privée, tu vois. Ça D'accord. s'appelle IPSUP. Ok. Ensuite, je me rends compte que je kiffe les maths et je veux le faire dans mon métier. Donc je me rends compte que ce qui me fait kiffer, c'est de créer le métier d'ingénieur dans la salle de marché, c'est-à-dire le structureur, le gars qui crée les produits dérivés. D'accord. Sauf que comme j'ai fait une école de commerce, en gros, j'ai pas le droit de faire ce métier-là. Enfin, c'est pas destiné à moi, c'est destiné aux mecs qui ont fait Polytechnique ou Centrale. Donc je m'incruste à des tests chez BNP Paribas, je passe les tests, et donc c'est comme ça que je deviens stagiaire chez BNP, le premier gars à venir d'une école de commerce à faire ce job-là, à l'époque, tu vois, il y a 10 ans. Donc je deviens structureur à la BNP, je fais un stage d'1 mois, et du coup, à la fin de mon stage, je fais ma dernière année d'école, et là, Goldman Sachs monte un desk à Paris, tu vois, sur les produits exotiques, qui sont un peu les produits les plus complexes en salle de marché. Et là, j'ai de la chance parce que du coup, j'ai un peu le bon profil. Ils cherchent un peu quelqu'un qui peut tout faire, tu vois, qui est technico-commercial. Et comme j'avais 1 an de stage dans un boulot d'ingénieur et que j'étais un commercial, du coup, je rentre chez Goldman, je fais mon stage de fin d'études en 2015. Je passe 7 ans chez Goldman jusqu'en 2022.
En 2022, j'en ai ras le cul et je m'intéresse énormément à la créateur économie. Et je me dis, ok, let's go, je tente ma chance, j'ai envie d'être créateur de contenu. Et le truc sur lequel à ce moment-là j'ai du challenge intellectuel, c'est League of Legends. Donc je me lance sur League of Legends, créateur de contenu. Je voulais prouver qu'à 31 ans, un papy comme moi pouvait passer master sur League of Legends, tu vois. Et donc au début, pendant 10 mois, il se passe rien parce que j'essaie de faire ça, de me développer sur mes réseaux, de faire des one-man shows pendant mes lives et tout. Donc il se passe absolument rien. Et après, en janvier là, 2023, j'ai décidé de tout arrêter et de me concentrer sur League of Legends. Donc je me suis entraîné 12 heures par jour, 6 jours sur 7. J'étais coaché par Kazewa, qui est un ancien joueur professionnel. Et au bout de 3 mois, je suis passé master top 0,5% des joueurs. Et c'est là que j'ai commencé un tout petit peu à me faire connaître, tu vois, à mon humble échelle. Et voilà, et aujourd'hui, je fais, en gros, depuis, j'ai fait le tour de beaucoup d'écoles de commerce et d'ingénieurs. Là, j'en ai fait 35 en 2 mois. 32 en 2 mois. Et voilà, et maintenant je fais aussi des conférences en entreprise. Et voilà, j'ai une audience très niche, quoi. Je suis influenceur, entre guillemets, pour les étudiants des écoles de commerce et d'ingénieurs. Pour comprendre comment fonctionne l'influence. Je leur explique mon parcours en finance, Okay. Je leur explique pourquoi je suis allé sur la créateur économie, sur le e-sport, tu vois, le développement de ma carrière, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, c'est quoi les débouchés après, tout ça, quoi. Voilà, franchement, les questions sont assez larges, ça dépend de quels assos m'invitent et tout ça, quoi. Ok. Voilà. Et Tu sais que tu es l'un des premiers profils français que j'ai rencontré et qui assume autant le fait de faire plein de choses très différentes. Je me suis installé à New York en juin, ouais. et pour moi c'est tout nouveau de rencontrer des entrepreneurs aux US qui te disent « Ah bah je peux avoir une marque de bougies, bah j'ai aussi une marque de ça, puis en fait le soir je fais ce métier-là, et puis ça c'est le week-end. Ouais. » Et aujourd'hui tu te reconcentres, mais je veux dire, tu as quand même un parcours où, et c'est ça qui moi me plaisait vachement en t'invitant sur Twitch, c'est de montrer aux gens qui peuvent nous suivre qu'en fait, ce que vous décidez à l'école, ça ne veut absolument rien dire de votre parcours futur. C'est clair. Mais moi, en fait, à chaque moment, j'ai fait qu'un seul truc à la fois, tu vois, parce que je sais pas, je suis trop nul pour... en tout cas, j'ai pas les skills pour faire 2 trucs à la fois, c'est impossible pour moi. Donc moi, ma stratégie, à chaque fois, c'est que je faisais qu'un seul truc, tu vois, et je droppais tout le reste. Mais c'est le conseil que tout le monde te donne. Aux US, ils te font croire qu'ils font plusieurs choses. Ouais. La différence, c'est qu'aux US, à chaque fois qu'ils font quelque chose de différent, ils mettent une nouvelle équipe qui fait que ça à plein temps. Et qu'en fait, tu as un cerveau, et puis finalement, il est un peu managé. Mais quand tu restes à taille humaine, je pense que c'est la clé. C'est le fait de se concentrer sur un truc. Et tu me le dis là, pour devenir master sur League of Legends, t'as tryhard de fou, t'as fait que ça, quoi. Que ça. Ok. J'ai droppé tout le reste, ouais. Mais moi déjà, on aura plein de questions jus de pomme et tout ça après. Vas-y, tu sais quoi, attends, je me laisse ces questions-là pour la suite. On va saluer un peu le chat. Salut Pokito, salut Yanou, bonsoir et merci déjà de commenter pour la première fois. Toi qui connais mieux Twitch que moi, alors moi je suis vraiment le papy sur Twitch, c'est ce qui fait marrer mes abonnés, c'est que je me prends la tête en plein live pour couper les pubs parce que ça me saoule qu'ils aient des pubs et que je vais gagner 50 balles à la fin du mois. Quand je vois Hype Train, je sais pas vraiment ce que c'est, je sais pas ce qui se passe. À un moment je vois 300 viewers d'un coup et puis j'apprends 2 heures après que c'est Hardisk en fait qui m'a raid, etc. Donc j'en suis là, donc n'hésite surtout pas. Bah franchement moi je suis vraiment un gros boomer aussi pour le coup. Mais bah c'est parfait, je pense qu'ils vont adorer le live dans ce cas. Mais ouais, moi je suis pareil, je peux tchatcher pendant 5 minutes et me rendre compte que je suis en mute, enfin tu vois, c'est... Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus de mon côté et puis bonjour cool. aux autres. Ouais, bonsoir à tous, c'est trop chouette. Merci pour ceux qui follow, je le répète à chaque fois mais je préfère juste le dire, je vous demanderai jamais de thune, donc toute la thune qui vient par les follow sera reversée à une asso qui travaille dans l'innovation, les nouvelles technologies, etc. comme les exosquelettes. Voilà, en fin d'année, je voulais juste clarifier ça à chaque fois, puisque je suis très clair, tu vois, on pourra en parler après sur, par exemple, moi, mon business model, c'est d'aider les marques de nouvelles technologies dans l'innovation et peut-être des entrepreneurs et dirigeants et autres à communiquer auprès d'une cible qui est mon public pour le coup. Donc, je trouvais ça aussi vachement, enfin, pour le coup, d'être à l'aise dans c'est quoi ton business model et pas manger à tous les râteliers. Moi, j'ai un peu, tu vois, j'étais un peu moins là-dessus parce que je voulais vraiment me concentrer sur, ok, je sais que là, la communauté, par exemple, à chaque fois que je propose quelque chose, bah, c'est tout le temps gratuit et dès que je propose pour le coup une collaboration ou autre avec des marques ou des partenaires, bah, je trouvais ça cool aussi d'assumer ça. C'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Et par contre, toi, ta façon d'amener ton expérience d'un point de vue physique m'intéresse beaucoup. Parce que j'ai eu la chance de faire 1 ou 2 conférences avec des étudiants. Je crois que j'en avais fait 2.
Et je trouve ça génial d'avoir le retour du public. Toi aujourd'hui, bah, tiens, ça m'intéresse, c'est quoi ton nouveau business model? Puisque quand tu étais salarié chez Goldman Sachs, donc j'ai pu lire que tu gagnais super bien ta vie. Oh, ça va, ouais. Et déjà, tu quittes un salaire ultra stable où tu gagnes bien ta vie pour prendre quand même le truc qui est le moins sexy sur le CV quand tu cherches un appart, quoi. On est d'accord là-dessus ou pas? Ouais, écoute, moi, en fait, là, ce qui est assez ouf, et c'est pour ça, franchement, je suis hyper hype en ce moment, enfin, c'est assez incroyable ce que je vis, mais malgré le fait que j'ai une minuscule communauté, et je les remercie, hein, tu vois, je suis hyper content d'en avoir déjà une, c'est ouf à quel point les marques sont chaudes pour bosser avec moi, tu vois. Mais je pense que ça... Ouais, mais il y a plus de raisonnement sur le nombre d'abonnés. Ouais. On en parlait quand t'es arrivé. Le même nombre de vues, tu vois, je fais assez peu de vues. Sur une vidéo YouTube, moi, je vais faire... aller entre 10 et 40 000 vues pour les bonnes, tu vois. Mais en fait, voilà, les marques, en fait, elles sont hyper contentes de parler à la niche de mon audience. Elles sont prêtes à payer pas mal pour accéder à cette niche-là et leur parler via de l'influence, tu vois. Alors, bien sûr, moi, il faut que je choisisse avec quelle marque je bosse. Je peux pas faire n'importe quoi, sinon je perds ma crédibilité. Mais c'est ouf, là, on a plein de business, tu vois, avec mon associé. Et c'est pour ça que je communique beaucoup sur LinkedIn. LinkedIn, c'est mon plus gros réseau. Enfin, je compte pas TikTok, parce que TikTok, pour moi, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça sert à te faire découvrir. C'est un produit d'appel. C'est ça, c'est un produit d'appel. Et Twitter, c'est pareil, tu vois, pour moi, ça n'a pas trop de valeur. Je privilégie vraiment LinkedIn et après YouTube. Et voilà, 17 000 abonnés sur LinkedIn, c'est top. Et puis, je peux montrer aux marques, ok, voilà, j'ai tant d'étudiants de telles écoles, tu veux quoi, des écoles d'ingénieurs, de commerce. Enfin, tu as toute la granularité des statistiques. Et ça qui est ouf, je trouve, aujourd'hui, et je fais une vidéo dessus, tu vois, sur la creator economy, c'est, je trouve qu'aujourd'hui, je sais pas si c'était le cas il y a 3 ans, mais tu peux, avec une toute petite niche, très très bien gagner ta vie, tu vois, et avoir un business model, voilà. Donc pour répondre à ta question concrètement, qu'est-ce que je fais? Je fais des conférences en école. Au début, je les faisais gratuitement pour gagner en visibilité. Aujourd'hui, je les vends à 1 000 € hors taxe, des conférences en école, parce que je me dis, bon, c'est quand même cool, ça me fait gagner en visibilité. Mes conférences en entreprise, du coup, je les fais 3 fois plus cher, 3 000 € hors taxe, parce que je gagne pas tellement en visibilité, tu vois, tu as 30-40 personnes dans l'entreprise quand je fais une conf. Ensuite, j'ai monté un talk show, tu vois, un studio où on discute, que j'ai appelé Métier de rêve, où quelqu'un vient présenter son métier. Voilà, ça, je vends ça plusieurs milliers d'euros, du coup, aux entreprises qui veulent présenter leur métier via mon talk show. Et ensuite, je fais de la participation à des events aussi. J'ai des entreprises qui me contactent parce qu'ils veulent que leur event auprès d'étudiants soit un succès. Donc ils me disent, est-ce qu'on peut communiquer sur ta présence, voilà. Là-dedans, tu vois, je vais vendre et la présence à l'event, plus le post LinkedIn en amont, le post LinkedIn en aval, peut-être quelques shorts et tout ça je vais dissocier dans mon devis. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et je fais bien sûr des vlogs. Moi, mon gros truc, c'est je kiffe les vlogs. J'en ai fait qu'un pour le moment, mais c'était un gros, tu vois, de toute ma tournée des écoles, où donc j'avais 2 cadres qui me suivaient, ma petite cam et tout. Et ce que je kifferais, c'est que les entreprises me suivent, et je suis en train de négocier des deals avec des entreprises en ce moment, pour faire des vlogs dans l'entreprise, tu vois. On fait découvrir l'entreprise, j'arrive, je me balade, on va suivre Romain, trader, vas-y, explique-nous ce que tu fais. Bah là, je me fais un petit jus de pomme, tu vois, voilà. Et on te suit et on voit ce qui se passe. Tu n'arriveras jamais en vidéo de présentation. Ouais. Pour comprendre un petit peu mieux ton taf d'avant, maintenant, c'était donc, t'es arrivé dans le milieu de la finance. Déjà, c'était quoi ton premier job? Et puis ensuite, comment ça a évolué? Parce que nous, on le voit toujours de l'extérieur. Déjà, toi, tu as été trader. Non, je dis trader parce que j'ai dit beaucoup de trader au début parce que tu vois, j'avais une communauté gaming. D'accord. Et je pense que les gens sont perdus et ils font pas la différence entre un trader et un vendeur, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, moi j'étais vendeur. Mon taf c'était sales chez Goldman Sachs et j'étais structureur chez BNP Paribas. C'est-à-dire j'étais ingénieur chez BNP Paribas puis j'étais vendeur chez Goldman Sachs. Voilà. C'est quoi un structureur? Un structureur, c'est le gars qui crée les produits dérivés et qui fait le pricing, tu vois, qui dit ce produit il vaut 96 € ou il vaut 98. Donc pour comprendre, par exemple, je cite Trade Republic parce que je suis ambassadeur Trade Republic, donc la communauté le sait, etc. Mais si on va sur Trade Republic et que je veux que je comprenne, parce que moi je viens pas du tout de là, toi tu pouvais créer des ETF? Non, ça n'a rien à voir. Non, les ETF c'est vraiment le truc basique, tu vois. Mais moi j'allais créer des options sur les ETF, tu vois. D'accord. L'ETF ça allait être un sous-jacent. Par exemple, mettons que tu as une action Saint-Gobain, tu vois, tu peux soit acheter l'action directement, ça veut dire que c'est du cash equity, soit moi je vais faire un produit qui dépend de Saint-Gobain. Par exemple, je vais te dire, ok, Saint-Gobain vaut 100 € aujourd'hui. Chaque année, on va regarder si Saint-Gobain est en hausse par rapport à son niveau initial de 100 €. Si c'est en hausse, je te verse 10% de ta mise initiale, tu vois, toi tu as payé 100 €, je te paye 10 € chaque année si c'est en hausse.
et à maturité, et voilà, tu récupères ton capital. Tu vois. Ça, c'est un produit dérivé. Ça veut dire que la performance du produit dépend de Saint-Gobain comme sous-jacent. Tu vois. Ok. Et donc, moi, C'est toi qui écris les règles en fait. Ouais, Tu prends c'est quelque ça. chose qui existe déjà et tu écris les tu règles écris du les jeu. règles, tu peux écrire ce que tu veux, tu vois. Tout a un prix, tu vois. Tu peux te faire. Là, tu me dis, je suis une station de ski. Je veux un prix sur. Il fait plus de 5 degrés à Méribel, là, en mars, tu vois. Fais-moi un prix sur il fait plus de 5 degrés, parce que moi, s'il fait plus de 0 degrés, il n'y aura pas de neige, je suis dans la merde, je vais pas vendre de forfait, de machin. Fais-moi un prix là-dessus, tu vois. Les banquiers, ils faisaient des prix sur tout. Mais non, Ouais. mais c'est possible. On faisait des prix sur. À un moment, c'est même parti en couille. T'avais des trucs où tu pouvais pricer en mode Barack Obama va se faire buter ou quoi, tu vois. Genre, ouais. Et ça a été interdit, tu vois. Mais pour te dire, à un moment, c'est le principe du market making, c'est tu fais un prix sur tout. Je te demande, ok, ça vaut combien? Et tu me dis, ah bah ça, moi je suis prêt à le pricer, tu Ah vois. mais là j'ai l'impression que tu m'expliques une option de chez FTX quoi, pas une option qui pouvait exister dans des banques traditionnelles. C'est un Bah, truc à de la fou, base, quoi. après ça a été régulé. Hein, Bien mais sûr, à un bien sûr, moment, bien sûr. à un Mais moment, on ouais, pouvait faire. c'était. La base de la base, ça vient du marché des agriculteurs, tu vois. C'était les agriculteurs qui voulaient se couvrir contre les risques de leur récolte et tout ça, et qui disaient, bon, ok, fais-moi. C'est comme une assurance. Ouais, c'est ça, c'était une assurance. Mais en fait, D'accord. ce qu'il faut comprendre, c'est que les assureurs, ils gardent pas le risque eux, tu vois, ils savent pas faire ça, tu vois. À chaque fois, ils recyclent le risque avec une banque, tu vois. C'est la banque qui fait le marché, qui fait les prix, qui te dit, ok, ce truc-là, plus de 1 degré à Méribel, tu vois, ça vaut tant, tu vois. Et je suis prêt à te le vendre à temps, ou je suis prêt à te l'acheter à temps, tu vois. C'est un bid offer, tu vois. Il te dit, ok, à 98, je suis prêt à le vendre, à 96, je l'achète. Je suis prêt dans les deux sens, tu vois. Ce qu'on appelle faire le marché en banque. Ouais. Voilà, Ok. Et ça, c'est le taf, c'est derrière, c'est un structureur qui price et qui dit, ok, c'est quoi le prix où on est content de le vendre, le prix où on est content de l'acheter, tu vois. Et Je vais un peu loin sur les trucs en station de ski, mais ça existe, tu vois. Ça existe, c'est possible. Moi ce qui de me faire fait délirer c'est que ça fait 20 minutes qu'on est en live et on est déjà dans ces sujets. C'est ça qui est génial, c'est que je pense que dans une heure on va rigoler. Ouais. Mais j'espère que ça vous intéresse. Dites-nous dans le chat si à un moment c'est trop compliqué, vous voulez qu'on réexplique, etc. Parce que, encore une fois, j'ai pas envie de faire venir par exemple Marc pour parler de sujets de façon ultra lisse. Le but, si on a la chance d'avoir Marc avec nous ce soir, c'est de comprendre aussi plein de choses Ouais. de façon un peu plus deep dans, Ok. dans ce sur quoi tu as pu travailler. Pareil, quand on va parler de créateur économie, tu vois, j'ai vraiment Ouais, envie ouais. qu'on rentre dans Bah, ok, mais comment on se structure, comment, enfin tu vois, Ouais, pas trop- juste TikTok ça rapporte de l'argent, tu vois, trop ça chaud, je pense que tout trop le monde chaud. le sait quoi, tu vois. le chat dit grave intéressant, c'est cool. N'hésite pas à me dire s'il y a des trucs que j'explique mal ou quoi. Je sais que quand Ok. je suis très fatigué, j'ai tendance à parler vite et à être speed, donc voilà. je te laisse encore un peu à l'eau pour l'instant, après Ok, on trinquera ok, après, on trinque, au ok. whisky un peu plus tard. J'en profite, je fais une petite dédicace. J'avais promis ça, c'est les étudiants, parce que ça fait peut-être un peu bizarre. Pourquoi j'ai un pull où il y a écrit Jokari, Je me suis posé la question, je Ça dois fait- l'avouer. Ça fait extrêmement mégalomane, mais voilà, c'est les étudiants de l'université Lakato de Lille qui m'ont Ok. offert ça, FGES Transactions, Trop c'est chambé. l'asso finance. Et j'aurais promis que du coup je mettrais ce pull sur une vidéo, donc voilà, ça tombe sur la tienne. Et merci à eux. Écoute, moi maintenant, je vais te poser une question, c'était cool de faire ça comme métier? Moi j'ai adoré, ouais. Ok, Ouais, parce que toi t'es un matheux de base. ouais, je suis un matheux de base, tout est possible, tu peux tout C'est créer. pas péjoratif hein, quand je dis Non, matheux, non, mais... t'inquiète, moi je suis un énorme geek, tu vois, voilà, j'ai toujours été comme ça, j'étais pas le cool kid, tu vois, quand j'étais au lycée ou en prépa ou en école, quoi, j'étais l'énorme geek, moi, tu vois, genre j'étais dans mon monde tout le temps. Et donc ouais, moi, en fait, quand je suis arrivé en salle de marché, j'ai dit à mon petit frère c'était l'énorme geek de la famille, tu vois, on était les deux D'accord. geeks, tu vois. Et j'ai un grand frère et une petite sœur, et à chaque fois qu'on partait en voyage avec mes parents, qu'on était en vacances, mon petit frère et moi, on parlait de notre jeu vidéo auquel on jouait, ça s'appelait Guild Wars, tu vois. C'est une sorte de World of Warcraft. On en parlait tout le temps. Et du coup, mon grand frère et ma petite soeur, ils pouvaient plus parler avec nous. Et quand ils arrivaient et qu'ils voyaient qu'on était en train de parler, tu vois, on se disait, ah ouais, putain, j'ai trouvé un nouveau farm pour le moine 55 HP, je trouvais une nouvelle stratégie, machin, tu vois. On parlait chinois. Et genre, mon grand frère et ma petite soeur, ils disaient, putain, vous êtes encore en train de jouer dans votre tête là? Et on disait, ouais, on joue dans notre tête. Laisse-nous, tu vois, machin. Et en fait, quand je suis arrivé en salle de marché, en banque, j'ai dit à mon petit frère, bro, j'ai trouvé comment Incroyable. rentrer dans un jeu vidéo. Tu vois, je lui dis, c'est un jeu vidéo, ce truc, c'est trop bien. Tu vois, t'as des trucs, tu peux tout faire, t'as une liberté, tu peux créer tous les produits que tu veux. Tu trouves des petites stratégies OP, genre c'est comme un farm dans un jeu vidéo. Tu vois, je sais pas si ça te parle. Tu vois, dans un jeu vidéo, tu trouves un glitch, tu l'exploites à fond jusqu'à ce que tu te fasses cramer par quelqu'un. bien boum. sûr. Et du coup, en finance, c'est pareil. Si tu trouves un truc que personne n'a vu, un truc, je sais pas, mettons que tu as une action au Japon qui est sous-pricée, tu convertis tes dollars en yens, tu l'achètes au Japon jusqu'à ce que ça monte et que tu puisses plus faire ce trade-là. Mais tu vas prendre un profit jusqu'à ce que ce qu'on appelle l'opportunité d'arbitrage disparaisse, tu vois. Et c'est exactement la même dynamique que dans un jeu vidéo, tu vois. Dans un jeu vidéo, tu as un truc, je sais pas, tu joues à League of Legends, Darius est broken, tout le monde joue Darius jusqu'au prochain patch, ils disent putain les mecs c'est bon, on vous rattrape, arrêtez de jouer Darius tout le temps, voilà, il te nerf ton champion, tu vois. Donc ouais, c'est comme un jeu vidéo et ça m'a fasciné direct.
quand je suis arrivé là, je me suis dit direct, parce que je suis un énorme paresseux moi, tu vois, je me suis dit direct, ok, Ah ouais? trop bien, c'est plus du boulot, tu vois, c'est un jeu, tu vois, let's go, je vais m'amuser, tu vois. Et c'était la même chose en prépa, c'est je me suis dit, la prépa ça me faisait trop peur, parce que je me disais, je vais jamais bosser de ma vie. Et là je découvre les maths et je me dis trop bien, les maths c'est un jeu, j'ai droppé tout le reste, toutes les autres matières, et je me suis mis que à faire des maths, tu vois. Il y avait une citation comme ça qui disait trouve un boulot qui t'amuse et t'auras jamais l'impression de travailler. Ouais, bah c'est ça, C'est un peu ça. c'est exactement ça. Et ce que tu faisais à l'époque, créer des produits structurés, aujourd'hui, ou est-ce que déjà à l'époque tu te faisais aider par ce qu'on appelle aujourd'hui des IA? Est-ce qu'aujourd'hui des IA peuvent faire ton boulot d'avant? Comment t'as vu les Non. nouvelles technologies dans ton métier évoluer? En vrai, non. On peut en parler de l'IA, mais c'est. En fait, dans mon métier, on a toujours dit putain, avec l'industrialisation, ça va remplacer les humains et ça, tu vois. Et ça faisait. Quand je suis arrivé à la BNP en 2013, c'était déjà le cas, quoi. On disait putain, Ouais. ça va nous remplacer, ça. Pas du tout, en fait. Ça a juste remplacé ce qu'on appelle les monkey jobs, quoi. C'est-à-dire les jobs à faible valeur ajoutée. Mais, enfin. En vrai, si tu peux te faire remplacer par une IA, c'est que ton taf, il a pas énormément de valeur ajoutée. Moi, je trouve, tu vois. Et les tafs à grosse valeur ajoutée en banque, je vois pas comment ils peuvent être remplacés par une IA. Mais on avait tous, par contre, pour le coup, tu vois, faut être honnête, même des gars hyper bien payés, on avait une partie de notre taf. Moi, je devais vérifier parfois qu'on avait bien payé les factures aux clients, qu'est-ce qui merdait, j'avais mon fichier Excel, tu vois, pourquoi, tu vois, telle case ne matche pas. Alors que, tu vois, à mon taux horaire, c'était absurde que je fasse des trucs comme ça. Donc, c'est top qu'il y ait tu vois, que Ok. plus on automatise, mais les banques, elles sont loin d'être full automatisées, tu vois. Goldman, il disait, à un moment, on est une boîte de tech et tout, parce qu'ils se sont fait doubler par les GAFA, tu vois. Et aujourd'hui, enfin, un gars qui a fait une top école, la banque, ça le fait plus rêver comme ça le faisait rêver à l'époque, tu vois. Par contre, aller bosser chez un Apple, un Google, un Facebook en Silicon Valley, là, ça le fait rêver, tu vois. Il commence avec un salaire de dingue, il a des actions, l'action, elle fait que monter, tu vois, machin. Donc, ils sont... Enfin, moi, j'ai des potes qui sont devenus millionnaires beaucoup plus vite que moi en bossant dans des GAFA, tu vois. Donc, je pense que. Et donc, les banques l'ont capté et elles se sont mis vachement sur le modèle GAFA, tu vois. Et Goldman, à un moment, il disait souvent, putain, 2/3 de Goldman, c'est des techs, tu vois, c'est des ingénieurs. Ah, Et ok. ils essayaient de se décrire comme une boîte de tech, tu vois. Notamment, un truc sur lequel j'ai beaucoup bossé, moi, chez Goldman Sachs, on a créé l'Amazon un peu de Goldman Sachs, c'est-à-dire une plateforme où tu t'achètes ton produit dérivé, quoi. Tu cliques, ça te price le truc, machin, et derrière on a des pricers qui font le truc, qui te génèrent la doc et tout ça. Mais c'est pour des petits trades, tu vois, et ça veut pas dire que j'étais pas au téléphone à conseiller mon client, à lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu vois. C'est pour automatiser un truc qui était chiant, mais jamais ça m'a remplacé, tu vois, genre... Et à la fin, le business de la banque, que le trade fonctionne ou pas pour le client, de toute façon, il y a des commissions qui sont prises. C'est pas, il faut pas voir ça comme. Ouais, tout à fait. Après, si ton client gagne de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il réinvestit, il en remet et ça, donc t'as tout intérêt à ce que ton client gagne de l'argent. C'est la fameuse boucle où Ouais. il faut pas qu'il reparte avec son cash, faut qu'il les réinvestisse, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pour le coup, les banques sont très très fortes là-dessus, c'est-à-dire qu'elles Ah créent ouais. des produits qu'on appelle autocall, Ok. c'est-à-dire soit ton produit se casse la gueule, dans cela il se passe rien, enfin tu gardes ton produit, soit quand ça monte, ton produit il est automatiquement rappelé à genre 107% de ta mise, donc je te dis trop bien, regarde, tu as gagné 7% en plus de ce que tu avais mis, mais il est rappelé dès l'année 1, et je te dis, bah on replace et tout, tu veux réinvestir dans quoi? Enfin, c'est en fait, c'est pas, la thune n'arrive jamais sur ton compte, c'est avant que ça arrive, je te dis, bon, tu vas être rappelé et tout, qu'est-ce qu'on fait comme prochain produit et tout, tu vois, et c'est vrai que les banquiers, vu que c'est devenu vu que les banques ont plus le droit de prendre des positions, tu vois, quand on dit prendre des positions, ça veut dire j'achète, je vends, je dis allez, j'achète du cuivre, ça va monter, ou je vends du pétrole, ça va baisser, tu vois. Ça, c'était avant la crise des subprimes. D'accord. Depuis la crise des subprimes, tu as eu un truc qui s'appelle la loi Volcker qui interdit aux banques de faire des paris comme ça, tu vois. Si tu veux faire des paris, tu vas dans un casino, ça s'appelle un hedge fund, tu vois, et tu leur confies ta thune. Si tu vas dans une banque, là, c'est de l'argent de clients, donc tu peux que faire des trades pour des clients, tu vois. Et D'accord. donc ton business, comme tu l'as dit, ça va être que un business où tu prends des fees, c'est-à-dire j'ai vendu à 100 un truc qui vaut 98 et j'ai gagné 2, tu vois. Donc comme le business des banques c'est ça, bah en fait toute la thune dépend de la vélocité du cash, quoi. C'est-à-dire ok, je t'ai vendu à 100 un truc qui vaut 98, j'ai fait 2, moi j'ai envie dans 3 mois de te refaire traiter sur la même thune, tu vois, machin, ou de te refaire revendre ta position, refaire ton truc et tout ça. Et c'est pour ça que les banques, elles font masse de bif quand il se passe des choses sur le marché, tu vois. Pendant le Covid, on a fait masse de bif. Pendant le Brexit, on a fait masse de bif. Quand Trump est passé au pouvoir, on a fait masse de bif. Tu vois, parce qu'il se passe des trucs, tu vois, on va dire, ah bah là ce trade il était intéressant, mais maintenant que le marché s'est cassé la gueule, peut-être qu'il faut que tu coupes ta pause, c'est-à-dire que tu revendes, ou peut-être qu'il faut que tu fasses un autre trade de couverture. Pareil, si ça monte et ça, tu vois. Donc c'est. Nous, quand le marché bouge, enfin c'était la dinguerie, tu vois, pour la banque, tu vois. C'était des très très bonnes journées, quoi. Le pire, c'est qu'il se passe rien. Ce qui est fou, c'est que les prochaines générations, je pense qu'elles vont être de moins en moins excitées
par ces produits qu'elles considéreront comme des produits de vieux, quoi. Tu vois, investir en bourse, etc. Même là, je le vois quand on parle d'investissement exotique, quand tu vois des plateformes arriver, tu sais, pour investir en fragments dans l'immobilier, en fragments dans les droits musicaux, il y a plein de choses qui se passent. Ouais. Moi, je le vois à mon échelle avec une banque privée. Elle sait qu'il y a du cash qui tourne en droits musicaux et tout, ça la fait chier, mais à un point. Ouais, mais quand même, si tu revendais ça, on pourrait faire machin, et puis après, on pourrait faire un effet de levier, et puis je le sens, tu vois, je sens la pression comme ça. Et donc, pour toi, est-ce que c'est le bon business model, ou est-ce que le business model des banques va forcément évoluer? Parce que là, elles sont quand même plus que secouées avec toutes les néobanques, tout ce qui arrive dans le numérique. Il y a du cash qui part des banques traditionnelles, quoi. Ouais, alors toi tu parles plus de la banque de détail, quoi, c'est-à-dire de ton banquier qui te conseille, du réseau, quoi, c'est ça? Ou tu penses vraiment à la salle de marché de la banque d'investissement? Ouais, je comprends. Attends, je comprends En gros, sur la banque de détail. C'est une niche, ce dont tu me parles. Ouais, en fait. c'est une niche, mais c'est ce qui fait faire beaucoup d'argent aux banques, tu vois. Enfin, le business de banque de détail, il est pas très rentable, quoi. C'est-à-dire que t'as ton. Tu fais pas d'argent avec ceux qui n'ont pas d'argent. Ouais, c'est ça, c'est exactement. Ça te coûte énormément, ça te coûte énormément d'avoir des conseils. Exactement. D'accord, exactement. ok. Et en fait, le problème, c'est que, si tu veux, la banque de détail en France est complètement morte. Tu vois. D'accord. En gros, ce qui s'est passé, moi je vois ça comme ce qui s'est passé un peu sur les télécoms. Tu vois, c'est-à-dire, sur les télécoms, il se passait quoi? T'as Free qui arrive et qui te dit, ok, je te fais. Le forfait, il était à 40 balles, moi je te le fais à 10 balles. Et du coup, tu as eu un nivellement vers le bas sur les prix. C'est-à-dire, tout le monde s'est dit, ok, ça devient un business de prix. Donc, on va faire un prix bas avec un service pourri, tu vois. Et dans les télécoms, aujourd'hui, essaye d'appeler ton conseiller chez SFR, chez Orange. Jamais tu n'auras personne, jamais tu auras un conseil, tu n'auras rien, tu vois. Et la banque, il s'est passé exactement la même chose, tu vois. En mode, justement, il y a des plateformes qui arrivent. Et donc, tu es challengé à la baisse, à la baisse, à la baisse sur les prix. Et du coup, aujourd'hui, essaye de parler à un bon conseiller, good luck, tu vois, qui est capable de te dire il faut investir dans ci, dans ça et tout ça. Dans votre produit, il y a tant de fees, il s'est passé ça. J'investis sur un panier d'actions Amundi, c'est quoi les actions, pourquoi on fait ça? Je sais pas. Moi, tu vois, je suis à la banque privée, bon bref, une grande banque française, je veux pas les balancer, je veux pas les blâmer, mais c'est horrible, tu vois. Je leur dis juste les gars, on fait un rendez-vous, vous m'amenez vos experts, ok? Parce que les produits, c'est moi qui les crée, donc c'était mon table. C'est incroyable, par exemple, de sentence, cette phrase. Ouais. Vous pouvez amener des experts parce que de toute façon, les produits, c'est moi qui les ai créés. Moi, j'avoue, je flex un peu. Au début, je leur dis rien. Il y a un mec qui arrive, qui est un conseiller patrimonial, qui commence à me bullshit et tout ça, qui m'explique ce que c'est qu'un phénix. Je lui dis non, c'est pas du tout ça, un phénix, bref. Et du coup, c'est quoi un phénix? Et tous les gars, un phénix, c'est un produit qui paye des coupons. Ça va saouler tout le chat, je pense. Non, ils vont adorer. On est là pour. Okay. Je te jure qu'ils vont adorer. Je couperai si on fait des radifs. Ok, ça marche. Un phénix, dans l'exemple de tout à l'heure, ton action, elle vaut 100 € au début. Ouais. Ok. Je te fais un produit. Le payoff du produit, c'est le suivant. Donc, ton action vaut 100 € au début. Okay. Et toi, tu as investi 100 €. Ok. Tu as investi 100 € et le niveau initial, c'est 100 € de l'action. Ok. Chaque année, pendant 8 ans, si l'action elle est au-dessus de 100, tu récupères ton capital, donc tes 100%, plus un coupon de 10%. Okay. Si l'action elle est entre 80 et 100, tu as une barrière coupon à 80. Si elle est entre 80 et 100, je te paye un coupon de 10%, mais tu restes dans le produit. Tu n'es pas automatiquement rappelé. Okay, donc tu as une barrière de rappel à 100. Si tu es au-dessus de 100, tu récupères et tu es au-dessus de la barrière de coupon, donc tu récupères tes 100 plus ton coupon de 10. Si tu es entre 80 et 100, tu récupères juste ton coupon, mais t'es pas rappelé, tu restes dans le produit. Ok. Et c'est comme ça chaque année. Donc pendant 8 ans, je sais pas, mettons que t'as jamais été au-dessus de 100 et t'as été 5 fois sur 8, t'as été 5 fois sur 8 au-dessus de 80, t'as 5 coupons de 10%, t'as 50%. Ok. Et à maturité, ce qui se passe, c'est que t'as une barrière de protection en capital à 60%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit t'es au-dessus de 60 et dans ce cas-là, je te rends tes 100, on est arrivé à maturité. Soit t'es en dessous de 60, t'es à 55. Et dans ce cas-là, tu n'es pas protégé en capital, donc tu récupères que 55% de ton capital. Tu vois. Plus les 10% que j'ai eu. Plus tous les coupons. Alors les coupons, je te les paye à chaque fois. Voilà. Donc ça, c'est le Phénix standard. Et ensuite, tu as le Phénix Memory. C'est en fait, tu as un effet mémoire, c'est-à-dire dès que tu as un coupon, mettons l'année 3, c'est la première fois que tu es au-dessus de 80 et que tu touches un coupon, je te fais un effet mémoire, c'est-à-dire qu'au lieu de te payer juste le coupon de l'année 3, tu rattrapes les deux coupons d'année 1 et l'année 2 que tu as manqué. Tu vois. Donc je te paye 3 coupons, je te paye 30%. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, si j'ai bien compris. Est-ce que ça c'est intéressant de le faire avec des grosses actions, des grosses capitalisations qui ont toujours gagné depuis les 20 dernières années? En fait, la base en finance, c'est les performances passées ne présageant rien des performances futures. C'est-à-dire la meilleure espérance pour l'action dans le futur, c'est ce qu'elle vaut aujourd'hui, tu vois.
Donc si tu as une action qui vaut 107, qu'elle vienne de descendre ou qu'elle vienne de monter, en théorie, il faut d'abord comprendre la théorie avant de comprendre la pratique, ça n'a aucun impact, quoi. Si elle vient de monter ou si elle vient de descendre, ça n'a aucun impact. La meilleure espérance de ce que sera le futur, c'est le point d'aujourd'hui qui est de 107. Tu vois. La théorie, c'est ça. Et donc ça veut dire quoi le futur? Si tu te dis ok c'est 107, donc ça pourrait présager quoi pour toi si tu prends que la référence du jour? Bah ça c'est le... Bah après il faut que ça soit une action dans laquelle tu as une croyance, tu vois. Voilà, bien sûr. Tu te dises ok, je sais pas, les pétrolières vont monter pour telle ou telle raison, ou tu vois, ou alors ce truc-là est sous-pricé pour telle ou telle raison, tu vois, voilà. Tu pouvais investir, toi, à titre perso, dans des choses dans lesquelles tu croyais pas ou que tu n'aimais pas? Alors moi, juste pour gagner de l'argent. Bah moi, à titre perso, c'était très compliqué d'investir parce qu'il fallait que je déclare à la compliance de Goldman Sachs et tout ça. Je devais garder, je devais rester dans la position. Informations. Ouais, privilégiées, ouais, c'est ça. Alors, je suis pas trop censé en avoir parce que je suis du côté ce qu'on appelle public, tu vois, c'est-à-dire je parle à des clients sur le côté public et je suis pas sur les transactions privées type la fusion-acquisition, tu vois. Les mecs en fusion-acquisition, bah oui. Ils savent qu'il va y avoir une grosse fusion, ils ont des infos privilégiées, tu vois. Et moi, j'ai pas le droit de parler aux mecs de fusion-acquisition justement parce que je parle au côté public à des clients et tout ça. Donc, je suis censé, tu vois, pas être un profil ultra à risque, mais malgré tout, tous mes trades, je devais les déclarer à la compliance. Et j'avais pas le droit, et des trades, je devais rester au moins 30 jours dedans. Tu vois, c'est-à-dire, j'avais pas le droit d'acheter un truc et de le revendre le lendemain ou de le revendre dans 2 heures et tout ça. Okay, donc, ouais, c'était. Donc, c'est pour ça aussi que je suis jamais été trop un boursicoteur. En vrai, il vaut mieux avoir un meilleur ami financier que d'être soi-même financier. Ouais, c'est ça. Mais un meilleur ami en Inde, voilà, qui communique par pigeon voyageur, quoi. Incroyable. En tout cas, plus c'est compliqué, plus il y a de gens qui regardent le live. C'est un truc de fou depuis tout à l'heure. Mais attends, à quel point je saoule les gens là, juste pour voir là. C'est bon, on est là que PF d'un call, c'est le game. Mais c'est encore une fois, ce qui est cool, et c'est pour ça que c'est rare qu'on le fasse, et j'aime beaucoup recevoir des invités à chaque fois qui ont des histoires, des histoires tout le temps dans des niches, parce que c'est ce qui nous permet de découvrir aussi des sujets, quoi. Ouais. S'il y a bien un truc qu'on me dit à chaque fois, c'est incroyable, vraiment, on peut t'amener des gens qui parlent de 2 sujets tellement différents, mais à chaque fois t'es en mode c'est incroyable, parce que moi j'adore apprendre. J'ai vraiment cette personnalité où je kiffe m'asseoir, fermer ma gueule et juste apprendre, écouter des choses. C'est cool, c'est cool. J'ai lu tout à l'heure dans le chat une personne qui à mon avis te connaît bien et qui disait que j'aurais adoré savoir l'anecdote sur la crise des subprimes. Ah, sur le subprime Sherpa, je crois, il disait. Ouais, c'est ça, c'est quoi? Mais non, ça malheureusement j'ai un veto. Parce que, tu peux plus? Ouais, le subprime Sherpa m'a retrouvé. En fait, le subprime Sherpa m'a trop dit, il me dit, mec, faut que t'arrêtes de parler de moi là. C'est un vrai gars en fait, et c'est une anecdote sur ce gars qui achetait de l'immobilier en boucle et qui était un peu fou, tu vois, sur l'Ibo. Mais bref, j'ai malheureusement, tu vois, toute autre anecdote. C'est horrible ce que tu es en train de nous faire. Ouais, c'est horrible. Je sais que c'est horrible, mais il m'a vraiment. Enfin, vraiment, il m'a dit c'est plus possible. Il n'y a pas de problème. Enfin, bref. C'est remonté à des gens proches de lui. Et... Ah ouais? Ouais. C'est chaud en vrai ça, parce que tu dois avoir des histoires de fous. Là, je le vois déjà. Ouais, alors moi tu vois, à chaque fois, quand je raconte des histoires, c'est vrai que moi je donne beaucoup de ma vie dans mes lives, tu vois, je raconte des trucs et de ça, un peu perso et de ça. Et parfois j'oublie que il y a des dégâts collatéraux, tu vois, avec des gens à qui je raconte des dingueries, tout ça. Et ouais, bref, eux ça les fait peut-être pas marrer, tu vois. Moi j'ai fait ce choix d'être en mode ok, let's go, tu vois, je m'en fous un peu du côté privé, enfin je suis à l'aise avec le fait de le partager. Mais quand il y a des dégâts collatéraux, tu vois, j'ai déjà eu plusieurs fois des mecs qui me disent mec t'es un ouf, tu vois, j'ai vu ta vidéo. Parce qu'en fait, toi tu te dis bah c'est bon, j'ai une communauté tellement petite et tout, ça va pas remonter jusqu'à ses oreilles. Sauf que en fait il suffit qu'il y ait un gars qui le connaisse, et je sais pas pourquoi le gars a toujours pas la présence d'esprit de se dire bon je vais peut-être pas lui montrer, tu vois, il lui montre direct, tu vois, il fait putain mec après toi et ça, tu vois. Et donc ouais. Une fois j'ai fait, c'est la première banque chez qui j'étais quand j'étais tout jeune, j'avais 15-16 ans. Ouais. Mais vraiment, je crache à la gueule du conseiller comme pas possible. En mode il est toujours en vacances, il prend ses congés, machin. J'étais en banque retail, donc j'avais, comme tu le disais tout à l'heure, personne qui s'occupait de moi. Ça remontait jusqu'à ses oreilles. Il m'appelait, bon monsieur Landry, je sais que vous êtes plus chez nous quand même, mais c'est pas très gentil ce que vous dites. C'était trop mal à l'aise. Mais bon, en même temps, c'était vrai. Ça te manque? Vas-y, je t'en prie. T'es nostalgique parce que là, tu vois, je me suis installé en juin, on est à Wall Street à New York. J'ai pris le pari pendant un an pour partager plus de sujets sur l'innovation, le business, des interviews et tout ça, d'aller beaucoup plus à New York parce que c'est une ville qui me faisait rêver et vibrer. Ouais. Wall Street aujourd'hui, c'est mort. C'est plus du tout comme à l'époque où ils surlaient dessus pour vendre, acheter, etc. Ça te manque, toi, ou t'aurais aimé connaître une période moins informatique, mathématique? C'est une question que je voulais te poser. Si j'aurais...
Ouais, j'aurais kiffé être en finance avant quoi, plutôt Ouais. quoi. Dans un monde plus bancal, quoi, tu vois. Ouais. En vrai, il y a beaucoup ce feeling là, tu vois, dans la banque, en mode putain, c'était mieux avant les subprimes, Ah tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, tu vois, dans le truc. Moi, je pense que c'est un peu bullshit, tu vois. C'est-à-dire que dans tous les trucs, les gens t'arrivent, tu vois, t'as les gens défaitistes qui te disent c'était mieux avant. Et ça. Tu vois, quand je suis arrivé en 2013 à la BNP, le nombre de gars qui m'ont dit t'es marrant, mon petit et tout, t'arrives trop tard, tu vois, c'est terminé. Tu vois, il y a eu la crise des subprimes en 2008, il y a eu la crise de la dette souveraine en 2011. Les embauches sont freeze, on n'embauche plus personne et tout. Oublie, tu vois. C'est ceux qui râlent sur les cryptos aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, c'est marrant. Enfin, t'as toujours plein de gars pour te décourager. Il y a toujours le mythe du c'était mieux avant et ça, tu vois. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, quand je suis arrivé chez Goldman, c'est... donc au début, tu vois, t'arrives, effectivement, t'es à New York. On est genre 300 à New York. Il y a un vrai esprit de promo, tu vois. C'est-à-dire, t'as les 300 embauchés worldwide, tu vois, des gars de Chicago, d'Australie, d'Asie et tout ça, qui sont tous là à New York pendant entre 5 et 7 semaines. Et donc on avait des conférences un peu de partenaires du comité exécutif et tout, de Big Dude. Et t'as un gars qui nous dit, donc je crois que c'était genre le numéro 5 de Goldman à l'époque, tu vois, qui nous dit, est-ce que on était en 2015, est-ce que là c'est un bon moment pour rentrer en finance? Non. Franchement, je vais pas vous mentir, là c'est pas un bon moment, tu vois. Est-ce que c'est ça fait 40 ans que je vois chez Goldman, est-ce que c'est dans le top 3 des pires moments que j'ai connus dans ma vie? Non. Est-ce que c'est dans le top 5? Non plus. Et là, il nous cite, tu vois, les crises qu'il a connues, la crise de l'immobilier, la crise de la Russie, la bulle Internet en 2000, les subprimes, la dette souveraine et tout ça. Et en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, quand tu parles à un gars qui a un peu de recul, tu te rends compte que ça n'a aucun sens, le c'était mieux avant. En fait, le principe de la finance, c'est d'être ultra cyclique. C'est-à-dire, et c'est pour ça que la finance, c'est un truc qui marche aussi bien depuis aussi longtemps, c'est que ça surfe sur tous les cycles. Tu vois, si tu as une bulle Internet, bah, ils vont surfer sur le cycle, puis ils vont trouver le cycle d'après, je sais pas, la robotique. Puis là récemment, tu as eu le cycle des GAFA, tu vois, les GAFA ça a explosé, les boîtes de tech plutôt. Les banques ont surfé dessus, tu vois, et quand ça se casse la gueule, bah, elles se cassent la gueule aussi jusqu'au prochain cycle et ainsi de suite, tu vois. Donc ouais, c'est... je suis jamais rentré là-dedans, moi je me suis toujours dit, est-ce que... Et puis de toute façon, tu vois, c'est la même chose sur League of Legends. Est-ce que tu te focuses sur les trucs où tu peux rien, bah t'arrives à un moment, voilà, moi je suis né en 91, voilà, c'est comme ça, tu vois, donc je suis arrivé sur le marché du travail à tel moment, ou est-ce que tu te focuses sur... Ok, est-ce que là aujourd'hui je fais un truc que je kiffe et du coup je vais me donner à fond et la vérité c'est franchement, il n'y a pas beaucoup de mecs tu vois, dans le monde de l'entreprise qui sont heureux dans leur taf, tu vois. Donc si toi t'es à fond, tu surperformes automatiquement, tu vois, parce que t'es dans un jeu et ça, et donc t'es bon en fait, et les gens le voient, ils voient que t'es animé par ce que tu fais et tout ça, et du coup tu performes, tu vois. Donc moi je suis toujours focus sur est-ce que je kiffe ce que je fais, est-ce que je sais pourquoi je le fais et tout ça, tu vois. Et là en ce moment ce qui est cool c'est que j'avais plus ce sentiment à la fin, tu vois. C'est ce que je voulais te demander, qu'est-ce qui t'a fait chier, pourquoi t'es parti? Je suis parti parce que au bout de... en gros, pendant 6 ans, allez, mes 3 premières années on va dire que j'avais le job, j'étais sales sur le papier mais comme chez Goldman il y avait, tu vois, on montait le desk, il n'y avait pas de structure d'ingénieur et ça, je faisais un taf d'ingénieur. Donc pendant 3 ans j'ai vraiment fait un taf d'ingénieur. Et j'ai fait toutes les classes d'actifs. D'abord, je créais des produits dérivés sur les actions, puis j'ai fait sur les matières premières, le taux de change, le crédit et tout ça. Donc je me suis vraiment éclaté d'un point de vue vraiment pur maths, création de produits et tout ça. Ensuite, pendant 3 ans, j'étais ce qu'on appelle associate, c'est-à-dire j'étais vendeur, je faisais un taf de vendeur et je devais débloquer des relations commerciales avec des gars qui avaient blacklisté Goldman depuis longtemps. Il faut savoir qu'à cette époque-là, tu vois, les leaders en worldwide et en France encore plus, c'est Société Générale et BNP Paribas sur le business. Donc c'est très très dur de pénétrer ces clients-là, tu vois, d'arriver à leur parler. Depuis des années, ils traitent avec BNP et Société Générale. Pourquoi ils traiteraient avec Goldman Sachs? Goldman Sachs n'a pas une super répute en France à ce moment-là et tout ça, tu vois. Et donc c'était top. J'ai adoré en fait le challenge commercial pendant les 3 années suivantes tu vas débloquer des comptes. Quand tu as des success stories en interne dans la banque, t'es le king, tu vois, le vendeur c'est le king, tu vois, on fait un gros trade avec un client qui te blacklist depuis 10 ans, tu reçois des messages en mode, tu vois, le mail c'est ok, Marc Le Sage Moretti a débloqué le truc et tout ça, alors qu'en soi t'as plein d'autres équipes qui ont bossé dans le truc, les lauriers sont sur toi, tu vois, comme un youtubeur en fait, tu vois, t'as plein d'équipes qui bossent derrière dans l'ombre et les lauriers te vont à toi, tu vois. Donc ça j'ai adoré. Et en fait au bout de 6 ans, moi je considère que mon taf c'est devenu pas mal de la politique. Et c'est vrai que du coup ça m'a moins plu, ouais. Ça m'a saoulé. Voilà. Ça m'a saoulé, ouais. Et là le switch, il y a la creator economy qui se développe.
Donc tu vois des créateurs. Ouais, je vois des créateurs. J'ai des potes, mes potes en Silicon Valley, que ce soit des potes qui sont entrepreneurs ou dans des VC en Silicon Valley, tu vois. Moi, des potes qui étaient d'ici et qui sont allés là-bas travailler. Ouais, qui sont allés là-bas, mais il y a un moment, tu vois, qui sont allés là-bas à la sortie de leurs études. D'accord. Et j'ai mon grand frère aussi qui est là-bas, pareil, depuis la sortie de ses études, donc ça fait quoi, 13 ans qu'il est là-bas. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'à San Francisco, ils ont toujours toutes les infos avant nous, tu vois. Genre, quand il se passe un truc à SF, mon frère, à chaque fois, il me dit ça en se foutant de ma gueule, et je trouve qu'il a raison. Il me dit, ouais, nous, on s'excite là-dessus, donc je pense que vous, dans 5 ans, vous allez vous exciter là-dessus, tu vois. C'est vrai. Et donc. Ils ont une avance de dingue là-bas, tu vois. Ouais. Et donc, bref, il m'annonce un peu le truc de la creator economy à ce moment-là, en 2021. Et il me dit, franchement, quand tu vas parler à un fonds d'investissement, et tu prononces le mot creator economy, tu vois, dans un pitch à un fonds, le fonds il est en mode, ok, où est-ce que je signe, tu vois, genre il fait genre, ça c'est de la creator economy, ok, où est-ce que je signe. Parce qu'en fait, les mecs, le fait que tu as une industrie où tu as juste des plateformes qui hébergent du contenu, où tu as des créateurs indépendants, c'est pas des salariés de ma plateforme. C'est-à-dire, si je veux cutter, je cut, j'ai pas de coût de salarié, tu vois, j'ai pas de break-even qui est élevé parce que j'ai des salariés et ça, sur la partie créateur. Donc, t'as juste la plateforme d'hébergement, bon, ce qui en soi, on s'est rendu compte que c'était plus complexe que ça, mais à l'époque, on se dit, ok, j'ai juste une plateforme d'hébergement. Comme Uber, je te disais au début pour les chauffeurs. Exactement, non mais c'est exactement la même chose qu'Uber en fait. J'ai une plateforme d'hébergement et j'ai des créateurs indépendants, je les paye même pas. Eux-mêmes, ils développent du contenu innovant comme ça tous les jours, machin, ils le mettent. Je les paye que si leur contenu ça marche, tu vois, sinon je les paye pas. Et ils font leur communication pour faire venir leurs clients, tu vois. Et cette plateforme-là, ils se disent putain, mais ça peut valoir des milliards, tu vois. Et en fait, Uber et Airbnb, au début quand ça s'est créé, on s'est dit putain, c'est une simple plateforme de matchmaking entre l'offre et la demande. Tu vois, Airbnb, il n'y a pas d'appart, ils ont rien, ils font juste mettre en relation l'offre et la demande. Aujourd'hui, Airbnb ça vaut 80 milliards de dollars. Uber ça vaut 115 milliards de dollars. À l'époque, on se disait mais ça vaudra jamais ça, tu vois. Et donc, ouais, en 2021, la creator economy ça excite, tu vois, pas mal de gens aux US. Et je me dis ok, ça va arriver en France, tu vois. Et 2021, enfin. 2021, ouais, mais c'est la folie en fait à cause du confinement aussi. T'as le confinement. Ah ouais, ok. T'as le fait que du coup, comment dire, alors, du coup, il y a une bulle du truc, tu vois. Genre par exemple, Twitch, ça marche beaucoup trop bien par rapport à ce que c'est réellement, parce que tout le monde se fait chier, tout le monde est là en train de regarder des lives, des trucs et tout ça. Et du coup, tu vois, on reverra jamais les stats de Twitch qu'on a eu pendant le confinement, tu vois. Moi-même, je pense que j'ai surévalué Twitch. Alors, j'adore Twitch, hein, j'adore le live avec la commu, j'adore échanger. Je considère que quand je fais un live sur Twitch, c'est la commu la plus motivée, donc je teste des idées et ça, ils vont me dire vraiment en bienveillance, tu vois, genre en mode non, ça, fais pas ça, ou ça c'est bien, ou machin, tu vois. Donc c'est trop cool, j'adore le process. Mais je vois, tu vois, pour ma commu à moi, où je couvre, tu vois, où ma commu c'est essentiellement des gens qui sont en école, en stage et tout ça. D'accord. Ils se connectent pas en live, tu vois. Ils peuvent pas, tu vois, être là sur mes lives et tout. La plupart ils regardent les rediffs. C'est très contraignant, tu vois. Avant je faisais souvent des lives de 2 heures et tout. Moi ils passent, ils font un coucou, mais voilà. Okay. Et le live après, une fois que t'as fait ton live, il en reste rien, tu vois. T'as pas un algo qui push ta vidéo, tout ça, donc ouais. Et les marques avec lesquelles je travaille aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne veulent pas faire de live, tu vois. La plupart des marques, elles me disent ouais, je fais un plateau avec des collaborateurs, ils disent putain, mais si mon collaborateur il dit une connerie sur le live, ça, il dit je préfère qu'on fasse du contenu froid. Et après, on a la main en disant attends, ça me gêne un peu, on peut. Donc voilà. Nous, on aime bien les secouer. Il y a eu François-Henri Benamias de Audemars Piguet. On est quand même allé au Brassus. On a déplacé le setup du live au Brassus en Suisse. Ouais. Et là, t'as. Il est costaud le jus de pomme. Oui, et t'aimes quand il est pas mal. Il est fumé. Oui, pardon. C'est le. Attends, je connais. Je viens de le dire. Tourbé, pardon. Ah ok, il est plutôt tourbé. Ouais, je connais rien. Mais il te plaît ou pas? Sinon je te prends un autre verre. Non, c'est très bien, okay, c'est très bien, c'est juste que je pense que je vais y aller très tranquillement. Très tranquillement. Cheers au jus de pomme. Merci d'être là, c'est juste incroyable. Ouais, voilà. Merci à tous d'être là. Non mais c'est trop cool, j'adore ce genre d'ambiance et c'est pour ça qu'on aime Twitch. Donc c'est ouf, mais ce qui me plaît enfin, moi ça me permet de voir ça en fait d'un prisme de l'extérieur, tout ce que tu me racontes là. Parce que pour moi 2021, il y a des gens dans mon métier qui me disaient c'était déjà trop tard pour se lancer en tant que créateur. Ouais. Tu vois, moi j'ai vécu le truc tellement de l'intérieur que là quand toi tu me dis qu'en 2021 c'est une bulle que c'est... Moi je suis en mode 2021 c'était il y a 2 ans. Bah il y a 2 ans on pensait déjà qu'on allait me mettre à la poubelle en fait, hein, que YouTube c'est bon, ça fait déjà 10 ans, qu'est-ce que tu vas faire après YouTube, tu vois, on avait, tu vois. Alors que là t'es en train de me raconter que pas du tout. Et c'est vrai que c'est ce qu'on est en train de remarquer d'un point de vue aussi business. Les marques commencent tout juste en Europe et en France à se dire non mais là il n'y a plus de question de on sait ce que fait la télé-réalité, on sait ce que font les vrais créateurs de contenu, on sait qu'on ne travaille pas avec Twitch mais avec un créateur sur Twitch ou sur YouTube, donc
il faut pas faire d'amalgame entre les plateformes. Ouais. Ça se professionnalise réellement, quoi. Moi je le vois avec Influx qui me défend tous les jours, c'est un truc de fou, quoi. C'est un délire, tu vois, c'est un délire. Là, moi j'étais au Creators Show ce matin, tu vois. Donc ils expliquaient, t'avais Inoxtag qui expliquait son projet de l'Everest, avec AirUp qui est le gros sponsor, tu vois, sur le truc olfactif, là, la boisson. Domingo qui racontait son truc de l'échappée et tout ça. Et à la sortie du truc, bon c'était cool parce que moi j'aime beaucoup Domingo, tu vois, donc c'était cool, c'est la première fois que je le voyais IRL et ça, c'était sympa. C'était sympa, on a tchatché un peu. Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai trouvé ça cool là pendant le Creators Show de ce matin de voir que j'étais pas le seul à me dire putain mais en fait la creator economy c'est en train d'exploser, c'est un business océan bleu parce qu'en fait on a une toute petite partie des clients qui s'intéressaient à ce truc là et là maintenant tu commences à avoir plein de clients qui s'intéressent, tu vois. Moi je fais venir des gros cabinets d'audit, de conseil, des banques et tout ça qui jamais seraient allés sur des trucs comme ça avant, tu vois, et je suis pas du tout le seul à faire ça, tu vois. Enfin, les gens à qui j'ai parlé ce matin et puis même dans mes dernières conversations me disent la même chose, genre on voit plein de nouveaux acteurs, du coup il y a de nouveaux gars, ils cherchent des nouveaux talents, des nouveaux trucs et ça, et ils sont prêts à aller sur des niches, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette maturité. Exactement, moi c'est ce que je dire, voilà. Le KPI c'est pas juste tant de millions de vues, c'est ok, mais qu'est-ce que tu veux faire du recrutement, donc il faut que tu recrutes quelles écoles, tu vois, quel truc, quel type d'élèves, combien de CV tu auras qualifiés qui t'intéressent à la fin, enfin quel est le KPI très précis que tu regardes, tu vois, et donc et ouais. Enfin bref, il y a plein de business, c'est assez excitant d'être là. Et je ressens du coup aujourd'hui cette excitation que j'avais en rentrant dans la salle de marché, tu vois, de me dire putain c'est un nouveau jeu, il y a plein de trucs à faire et c'est assez cool, quoi. On prend 5 minutes le chat, après je te relance sur un sujet pareil qui se développe à mort aux États-Unis que je vois et j'aimerais bien ton avis dessus. Ouais. Déjà merci, j'ai vu qu'on avait un raid de Blockchain Capital, merci beaucoup, c'est trop chambé. Bonsoir à tous ceux qui nous retrouvent. Salut les gars. Moi c'est Romain, je parle d'innovation et de business. J'ai commencé il y a 12 ans pour partager sur YouTube des déballages d'iPhone, des tutoriels photos, et puis j'ai fini par faire parler les humains qui les fabriquent. Voilà, c'est un peu le parcours très résumé de façon très courte. Donc bienvenue sur Twitch. Résumé. Faudrait que j'ai un résumé, moi j'ai rien, quoi. J'ai pas osé tout à l'heure, je voulais te demander un résumé pour comprendre en moins d'1 minute la crise des subprimes. Je me suis dit je vais pas te la faire, je te laisse tranquille. Non, mais surtout après le jus de pomme là, tranquille. Là. Sur les questions techniques c'est fini, là les Phoenix Memory les gars c'est bon. Aux US, tu parles de creator economy. Aujourd'hui, que tu sois charcutier, boulanger, danseur, peu importe, tu peux avoir un compte TikTok, tu peux raconter ton activité et tu te dois d'avoir une activité sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est en train, on le voit pas encore de façon... on a Cédric Grolet par exemple, on a Cyril Lignac, tu vois, dans les pâtisseries et tout ça qui se développe vachement en France. Tu le vois comment toi ça? Parce que là on parle beaucoup de créateurs mais peu tu vois de B2C d'un point de vue vraiment... du personal branding, quoi. Exactement. Bah, là ça se développe à fond. En fait il y a des gens qui ont capté que juste faire du... Pour moi le principe de la creator economy c'est tu fais du contenu de très bonne qualité. En fait, bon, pour être très rapide, la creator economy, ce qui la distingue des autres, c'est que la limitation, elle vient de la demande et pas de l'offre. Tu vois, dans un business classique, tu as une offre qui est rare et ça fait que le prix monte, tu vois, parce que l'offre est rare et les facteurs de production nécessaires à créer cette offre sont rares. Dans la creator economy, c'est l'inverse, c'est la limite, c'est la demande et la demande, c'est l'attention. En fait, la manière dont tu payes un contenu, c'est par ton attention. Et cette attention, elle est limitée parce que tu peux pas, il y a beaucoup trop de contenu pour voir, tu vois, tous les contenus qu'il y a sur YouTube. Et donc du coup, pour capter ton attention, les créateurs sont prêts à faire un contenu très qualitatif, tu vois, genre moi je te fais un truc où je t'explique, moi j'ai fait une vidéo là où j'explique tout mon business model, tu vois, gratos, alors que ça m'a pris des mois, des années d'en arriver là, et je le filme gratos pour capter cette attention, parce que cette attention a énormément de valeur auprès des marques et tout ça. Et en fait ça, même les entrepreneurs aujourd'hui, tu vois, j'en vois plein sur LinkedIn, l'ont capté et se disent, ok, je vais créer de la valeur gratos, comme ça je capte de l'attention, comme ça j'ai un flux entrant, je me fais connaître sur LinkedIn et tout ça, et en fait du coup j'ai plus à prospecter, j'ai plein de demandes de business qui arrivent par mail juste que les gens me connaissent, tu vois. Et c'est hyper intéressant, c'est que la creator economy aujourd'hui, ça concerne plus juste les créateurs, c'est tout le monde, tu vois. Maintenant, effectivement, t'as une pâtisserie, t'as une boulangerie. Là, la semaine dernière, je faisais un TEDx, tu vois, on était 7 speakers. Il y a une des speakers qui me dit, j'ai une association, je veux lever de l'argent et tout ça. Et je lui dis, let's go, tu vois, mets-toi à la creator economy. Elle me dit, mais bien sûr, j'ai mon podcast, mon truc, tu vois, pour que les gens sachent ce que fait mon asso, pour réussir à lever des fonds et tout ça. Enfin, c'est hyper important, tu vois. Je parlais la semaine dernière aussi à un partenaire d'EY, pareil, tu vois, de Ernst & Young, tu vois, qui est dans un business très corporate, pareil, il a monté son podcast et ça, il sait que ça lui envoie du business, tu vois. Donc même des gens qui sont dans le corpo, c'est même pas, ils sont entrepreneurs sur leur startup ou tu vois, ils ont leur truc, c'est même des corporates, ils savent que ça envoie du business.
il faut exister en fait. Dans l'économie de l'attention, il faut que tu sois quelque part, tu vois. Et si les gens tombent pas en tête, pourquoi ils t'enverraient du business, tu vois. Donc peu importe ton poste, tu penses même que maintenant ou d'ici quelques années, même si tu es en CDI, que tu as un boulot classique, le fait d'expliquer par exemple ton boulot sur un compte, sur des réseaux sociaux et autres, ça pourrait te permettre d'avoir même des promotions, des nouveaux postes, des nouveaux jobs de proposer. Tu penses que peu importe les boulots, tu devrais le faire aujourd'hui? Ouais, t'es étudiant, tu devrais le faire. Tu vois, t'es étudiant, tu devrais raconter tes études, ton truc. Quoi que tu fasses, en fait, tu devrais essayer de le faire parce qu'une commu, ça a énormément de valeur. Même une commune niche, ça a énormément de valeur, tu vois. Moi, j'en suis convaincu aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, je suis peut-être fou, hein, mais je suis très très boule, comme on dit en finance, tu vois, bullish, tu vois, c'est le taureau, sur la créateur économique. Tu vois, je pense que c'est un truc de dingue et qu'il y a beaucoup plus de valeur. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a assez peu d'acteurs qui s'y intéressent, tu vois. Et ouais, donc toi, t'es peut-être tellement dedans que tu t'en rends pas compte, mais moi de l'extérieur, tu vois, les gens s'y intéressent pas, tu vois. C'est ça qui est assez ouf. On voit vraiment le marché évoluer. Quand à ta place, il y a quelques semaines, il y avait le directeur général adjoint du groupe Crédit Agricole, Jean-Paul Mazoyer. Honnêtement, en live, quand je voyais le chat, que je voyais 200 viewers, que je voyais un garçon qui est là depuis des dizaines d'années, pas capé comme moi, quoi. Enfin, j'ai quand même bac-2, tu vois, tu l'as à côté. Tu sais, tu clignes des yeux et tu fais non, ok, c'est vraiment ça, ok, on continue, c'est réel. Tu te dis, attends, comment j'ai pu ramener cette personne-là qui peut-être, il y a de ça 5 ou 10 ans, aurait regardé ça complètement différemment, tu vois. Ouais. Les gens sont en train de capter, ouais, clairement. Est-ce que, depuis que tu es parti de chez Goldman Sachs pour te mettre à ton compte, créateur, est-ce que tu as facturé Goldman Sachs pour une collab? Est-ce que tu as collaboré? Je trouvais ça... Je l'ai pas fait encore, on discute, tu vois, mais tu vois... C'est ouf de partir d'une boîte et de finalement les aider à communiquer dans un autre job. Ouais. En fait, je voulais pas, tu vois, à un moment on discutait potentiellement de peut-être ce qu'on appelle JS ambassadeur, c'est-à-dire je suis un peu le représentant de Goldman et tout ça, mais je peux pas faire un truc où tu vois où je suis le gars d'une boîte, tu vois, je suis là, faut que ça soit, tu vois, faut que je reste impartial et tout ça, et je pense moi c'est ce que la commu a apprécié, justement. Tu parlais des conférences tout à l'heure, c'est que c'est authentique, c'est que je dis des trucs, tu vois, je donne pas que des qualités à Goldman, tu vois, ou à ma vie dans la banque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ça qui donne envie. C'est quand je donne les défauts aux étudiants, bah ça leur donne envie d'aller faire ce job parce qu'ils disent ah putain, on a un gars authentique qui nous parle du truc. Ok, j'ai capté les défauts, bah j'y vais en connaissance de cause parce que ces défauts, je suis prêt à les accepter et tout ça, tu vois. Et je pense en vrai, et ce que j'essaie de convaincre les entreprises de ça, que c'est ni dans l'intérêt de l'entreprise ni de l'étudiant que tu aies une embauche qui se fasse sur un malentendu. Et que finalement, 2 ans après, on ait un burn-out, une déception, ah putain, mais moi j'avais pas compris que c'était ça et tout ça, tu vois. Donc il faut dire, en fait, tu vois, il faut pas vendre un monde tout rose, tu vois, féerique, en disant venez, ça va trop bien se passer, voilà. Donc voilà, c'est intéressant, tu vois, mais c'est important pour moi que je garde mon côté authentique et que justement, tu vois, je peux pas être, tu vois, je disais à Goldman, je peux pas être le représentant de Goldman Sachs, c'est clair que non, tu vois, genre je peux, sur un deal, on pourrait faire un truc ensemble, tu vois, et on discute, ouais, mais je serais pas, voilà, je peux pas être ambassadeur du truc, c'est pas possible. Là, tu as 32 ans. Quand tu nous parles, j'ai l'impression que tu as déjà vécu la moitié de ce que pourraient certains vivre dans une vie. Ouais, alors que je suis hyper jeune. En soirée, les étudiants, ils croient que j'ai 20 ans, ils me disent ah, t'es quoi, t'es en M1, t'es en pré-master, on te connaît pas et tout. Mais non, j'ai eu 3 vies assez différentes, entre la salle de marché, les jeux vidéo où j'ai entrevu ce que c'était un peu que la vie d'un pro pendant mon entraînement, enfin en tout cas d'un semi-pro, et l'entraînement et les sacrifices que ça suppose, tu vois, pour arriver à un niveau assez élevé. Et là, dans la créateur économie, Et là, avec Jocaris Production, qui du coup est ta... Corporation. Pardon, ok. J'ai vu que tu avais un talk show aussi. Tu comptes toujours faire évoluer tes activités sur différents secteurs comme les événements, les vidéos, etc. Ou tu vas vouloir te concentrer sur un seul domaine? Comment tu vois du coup, parce que là tu viens d'entamer comme une toute nouvelle vie, est-ce que tu te vois te respécifier dans un seul secteur ou finalement tu vas profiter des réseaux sociaux pour faire différentes choses? Pour moi là, tu vois, la suite c'est sur la Jocaris Corporation, ça va être de continuer sur de la promotion marque employeur. Donc je continue à faire du contenu le plus qualitatif possible et gratuit pour farmer entre guillemets la plus grosse communauté d'étudiants ambitieux qui est intéressée par les jobs les plus prestigieux. Et du coup, mon business model, c'est de faire de la promotion marque employeur, c'est-à-dire je fais de la communication sur des boîtes qui me disent ok, on a envie d'embaucher ces étudiants, on va mettre en avant un tel programme chez nous, est-ce que tu es chaud pour le faire? Et si je crois dans le programme, si je trouve ça cool la boîte, je fais le truc avec eux. Donc Jocaris Corporation, ça va être ça. Ok.
Et là, enfin bref, pareil, tu vas me détester, mais voilà, en fait, j'ai un énorme projet pour 2024 qui va demander de créer une autre boîte juste sur ce projet-là. D'accord. Mais tu peux pas en parler. Et je fais une conférence de presse en janvier pour annoncer le projet. Mais ça va être hyper big, mais voilà, je peux pas en parler parce que bref, il y a d'autres. En fait, c'est un projet qui est plus gros que moi, très clairement, donc il y a d'autres parties prenantes. Il faut qu'on se mette tous d'accord, voilà, que tout soit calé avant de pouvoir communiquer dessus. C'est vrai que les 3 carrières sont paradoxales, c'est vrai. Blockchain Capital, je connais pas ton contenu, ou alors je dis des conneries. Avec plaisir, envoie-moi un mail pour qu'on regarde si tu as envie qu'on fasse quelque chose ensemble. Ou je crois aussi que tu as cité Jocaris, donc avec plaisir, envoie-nous un mail, puis on regardera. Je regarde un peu. Tu penses pas que le boom de la creator economy est passé? Bon, bah là, on a eu ta réponse. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Avec la déterre, tu peux arriver partout. Il a pas fait un G, il sort d'une école de commerce. Ouais, c'est vrai. C'est ça, ok. J'ai fait un job d'ingénieur. J'étais structureur, qui est un job réservé aux ingénieurs à la base. Mais j'ai fait une école de commerce. Si tu devais retenir une seule chose que tu as apprise chez Goldman Sachs, si tu devais en retenir une, qui t'a marqué vraiment sur... Ce qui m'a marqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y a un des boss qui m'a dit Assumption is the mother of any fuck up. En français, la supposition est la source de toute erreur. Ok. Et en fait, je me souviens qu'à mon boss, à un moment, il me dit attends, mais pourquoi t'as fait ça? Et je lui dis bah, je pensais qu'il fallait faire comme ça. Et il m'a dit mec, t'es pas payé pour penser que. T'es payé pour. S'il y a un truc que tu sais pas, tu vérifies, tu vois. Et si t'as pas l'info, tu trouves le mec qui a l'info. Mais t'es pas là pour penser que, tu vois. Et en fait, le moment où j'ai capté ça, pour moi, j'ai arrêté d'être un stagiaire. Tu vois. Le moment où j'ai capté que, ok, je peux pas avoir la paresse intellectuelle de me dire, ah ça doit être comme ça, tu vois, faut booker farce à ce compte-là, je sais pas, est-ce que c'est le compte 1 ou 2? C'est quoi, on va mettre le 1, tu vois. Mais là, ça te paraît absurde, mais quand tu fais des dizaines, des centaines de tâches par jour et que t'es éclaté, il y a un moment où tu vas avoir la paresse intellectuelle de te dire, tu sais quoi, ça je check pas, allez, on va dire qu'il faut le laisser la case en grise et que c'est pas un problème, tu vois. Et en fait, tu vois, si tu t'es pas dit, attends, mais pourquoi cette case elle est en grise? Ah, mais il doit y avoir un problème, il doit y avoir un truc qui est mal booké, attends, je vérifie, je trouve le bon gars du middle office qui sait, qui te dit, ah non, là, la case en grise, ça veut dire qu'il n'y a pas le bon settlement, t'es en dollars, faut le repasser en euros, tu vois. Et là, le jour où j'ai capté ça, alors c'est très très dur à le mettre en pratique, mais je me suis dit, ok, maintenant, je ne fais plus de suppositions. Et ça m'a vraiment permis de step up, tu vois, et quand t'es stagiaire junior, c'est très important ce truc-là. Même quand tu parles de creator economy, t'es vachement libre et détaché, tu parles de prix, tu mentionnes tes prix à toi. C'est quoi l'argent pour toi? Avec le passé que tu as en finance, ouais. C'est quoi l'argent pour toi? Ce que ça représente? Ouais. Pour moi, l'argent, c'est la conséquence, c'est la cerise sur le gâteau. Tu vois. Alors, en fait, j'ai jamais été drivé par la thune. Et c'est d'ailleurs un des trucs qui m'a fait quitter la banque, c'est que, je le dis sans mépris, tu vois, mais à partir d'un certain niveau, la plupart des gens autour de moi, si ce n'est tous, étaient drivés par ça, tu vois, par la thune et par l'aspect matériel. Et en fait, moi, ce qui m'excite, c'est le jeu vidéo, en fait, c'est le challenge intellectuel, c'est que je suis dans mon truc et tout ça. Et donc moi, j'ai une conception inverse de l'argent, c'est-à-dire, c'est pas mon but, mais c'est genre, mon but, c'est trouver le truc qui m'excite, qui me passionne, du coup, je me donne à 200%, du coup, je suis bon, et comme je suis bon, bah, les gens ont envie de me garder ou quoi, et du coup, je suis bien payé, tu vois. Mais j'ai jamais fait, honnêtement, des choix par rapport à la thune, tu vois. Genre, j'ai toujours été, j'ai toujours eu la chance d'être assez bien payé pour me faire mes kiffs. Mais après, mes kiffs aussi, moi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, tu vois. Moi, je me souviens que ça avait choqué mes boss quand je rentrais de New York, j'étais éclaté quand j'étais junior. Ok. Et pour me ressourcer, j'étais parti en Islande avec un de mes super potes, qui est d'ailleurs mon associé aujourd'hui. Et en fait, sauf que lui, il avait pas de thune, tu vois. Et donc, moi, je veux faire des vacances avec lui, donc je m'aligne sur son niveau. Okay. Il me dit, mec, l'Islande, ça va coûter une blinde. Et je dis, non, mec, c'est simple. On se prend juste nos billets d'avion en Islande. En Islande, on se loue une caisse. On prend une tente avec nous. Il me dit, ouais, mais le problème, c'est la bouffe sur place, ça coûte la blinde. Je lui dis, t'inquiète. On prend un Ryanair, on leur file un carton. Dans le carton, on met des boîtes de conserve et de la bouffe lyophilisée, tu vois. On fout ce carton-là dans l'avion, ça coûte 50 balles. On récupère ça et on va bouffer que nos boîtes de conserve et de la bouffe lyophilisée pendant tout le truc. Et on se prend pas d'hôtel ou quoi machin, t'inquiète, on se baignera dans les sources naturelles et tout ça. Je suis revenu chez Goldman, je raconte ça, ils me disent mec, mais t'es un malade, tu vois, genre qu'est-ce que tu fous, tu vois. Et à l'inverse, t'avais pas envie toi de l'inviter ou de te faire des kiffs en te disant bon, je me fais un kiff, mais je l'invite, c'est pas grave. C'est des plaisirs, c'est dans les choses simples, tu vois. C'est genre t'es là, t'es en train de te balader, t'en peux plus, là tu vois une source naturelle d'eau chaude, y a personne autour de toi, bam, tu te fous à poil, tu prends ton petit bain là-dedans et tout, t'es tranquille, hop, il te reste une petite canette de binous, tu te cales là avec ton poteau, enfin, on a vu des aurores boréales, on a adoré, enfin c'était incroyable ce trip, tu vois. Une fois, on s'est fait un resto dans tout le truc, c'était dans un village au sud d'Islande qui s'appelle Höfen. Et okay. La spécialité, c'est l'agneau à la langoustine, tu vois. Enfin, c'est un mix d'agneau et de langoustine. Ça, c'était une dinguerie. Mais du coup, on a trop apprécié. C'était le seul resto qu'on se faisait de toute la semaine, tu vois.
Mais tu vois, Donc, pas ouais, mal. j'ai ce rapport à l'argent qui est, je pense, assez différent des collègues, tu vois, que je pouvais avoir, et c'est aussi peut-être ce qui fait que je réfléchissais pas de la même manière sur pas mal d'autres trucs, quoi. Moi, ça a pris beaucoup de temps parce que je suis né à Monaco. Donc déjà, j'ai eu certes de la chance d'un point de vue fiscalité, mais peu de chance d'un point de vue éducation, puisque pour moi, l'argent, c'était le pouvoir, c'était le fait d'avoir réussi. Plus tu avais d'argent, plus c'était ça, tu vois, alors que le mec, ça pouvait être un gros con. Donc j'ai grandi là-dedans, et ça fait que très peu de temps. C'est pour ça que je vois même dans certains commentaires, etc. YouTube, me dire ah bah ça va, t'as un peu changé, machin et tout. Et je regarde des contenus de moi il y a 2 ans ou 1 an. Ouais. Pour moi, c'était encore vachement matérialiste et tout ça. Aujourd'hui, ce dans quoi je dépense toujours le plus, c'est les expériences. Donc c'est Ok. restaurant avec des gens et Ouais. déplacement, voyage. Ok. Parce que je me dis que je me paye des souvenirs. Donc ça, Ouais, j'adore essayer. Et puis je pense que mon kiff, c'est aussi de voir les autres kiffer. Ouais, Tu sais, ouais. de me dire putain, ce que tu fais, tu te bats pas que pour toi. Ouais, J'ai aussi un peu ce côté quand même où j'ai envie de faire des choses cool avec les personnes et tout. Mais j'ai Parce que quand tu te fais une expérience, tu le vlogs toi à chaque fois ou pas forcément? pas du tout. Non, C'est pas que du tout. pour Ok. moi, au contraire. Ok. Vraiment, à part sur Twitch. Et quand où tu je- disais faire kiffer d'autres gens, c'est parce que tu le fais en vacances avec d'autres personnes? Ouais, même en perso ou des collaborateurs, etc. Je te donne un exemple. J'ai jamais foutu un collaborateur en classe économie si je prends la business. Ok, Jamais. J'ai Ok. jamais pu faire ça. ok, Je ok. préférais pas partir avec lui et prendre un collaborateur sur place Ouais. plutôt que vraiment me payer la business et de faire hé, toi qui n'as pas l'argent, t'es en. Je détestais. ouais. Et ce qui m'a fait kiffer, c'est de faire des voyages avec des photographes, des vidéastes et tout. Putain, ils sont en business, ils prennent une coupe de champagne, on trinque ensemble et on se dit putain, les gars, mais c'est pour ça qu'on fait ça quoi, c'est Ouais, cool. ouais. Ok, On ok. partage un moment, tu vois. Mais avant, j'étais vachement plus matérialiste dans le côté possession. Aujourd'hui, j'aime toujours les belles choses, mais j'ai beaucoup moins ce sentiment d'avoir l'ego de la possession. Ouais, Je ouais. pense que j'ai eu des bons cuts aussi, où il y a des moments tu vois, où je dépensais beaucoup et tout ça, et puis d'un coup, tu te retrouves presque à l'agonie, alors qu'en fait, tu as des trucs géniaux que tu as achetés et tout ça, donc tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, tu vois, plutôt que de juste gagner du temps. Ouais. Donc pour moi, l'argent, c'était un outil, et surtout le premier outil qui te permet de gagner du temps. Ouais, ouais. Parce que ça te permet, et que vu que tu gagnes du temps, bah, tu peux faire des choses qui te plaisent sans Ouais. penser à la thune. Et je trouve que c'est ce qui rejoint un peu. Mais ça m'intéressait d'avoir Ouais, non, ton mais point c'est de vue. ça. Quoi. Enfin, si tu vois, on dit l'argent est un mauvais maître et un très bon esclave. Bon, c'est à l'ancienne, mais c'est vraiment ça, tu vois. C'est-à-dire que j'ai vu des gens dont l'argent devient le maître et du coup tu deviens matrixé et en fait l'argent devient ta prison, tu vois, parce que tu veux. Voilà, tu continues à bosser alors que tu es très très riche, mais il faut rembourser le 400 mètres carrés à Chelsea, la baraque secondaire, le truc, le machin. Et en fait, t'es hyper riche, t'es dans le top 0,001%, tu vois. Mais t'es dans t'en une veux roue toujours de plus. hamster Exactement. en or. Quoi. Exactement, parce que t'arrêtes pas de réélever le niveau de vie en fonction, tu vois. Moi, j'ai quasiment pas élevé mon niveau de vie, en fait, tu vois, je suis resté très chill. Alors, je me suis acheté un appart pour le coup, j'ai pas mal investi, où c'est quand même un. Tu vois, c'est un appart qui vaut 1,2 million, j'ai mis 200K à moi et j'avais emprunté 1 million. Et 1 million sur 25 ans, c'est 4 000 euros par mois. Tu vois. Donc j'ai quand même ce stress-là où je dois sortir 4 000 balles tous les mois et ça, donc je dois gagner ma vie, tu vois, c'est clair. Mais à part ça, à part l'appart où je me suis fait plaisir, mais c'est un investissement, tu vois, en soi. Si demain j'arrive pas à rembourser mon appart, bah, je le revends. Et tout ce que j'aurais remboursé d'ici là, bah, c'est comme un placement forcé, tu vois. Mettons que, je sais pas, sur 1 million, je rembourse que 300K. Bah, ces 300K, ils auront été placés à l'immobilier ou quoi, tu vois. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que j'avais emprunté à 0,75%. Ouais, donc ça c'est sûr. super Ouais. important. Ok. Ouais, parce Enfin, que t'as toujours deux teams. T'as la team qui a envie d'être propriétaire. Moi, je fais partie de la team locataire. J'ai Ouais. l'appart à New York, un pied-à-terre, machin. Enfin, tu vois, mais j'ai jamais acheté, j'ai jamais foutu 1 euro dans l'immobilier parce que ça m'excitait pas. Ouais. Et que je me suis toujours dit, bah, si je veux bouger, bah, au moins je peux bouger. Ouais. J'ai pas de frais ni quoi que ce soit. Et donc je fais tourner ma thune dans plein d'autres choses qui sont beaucoup plus exotiques et plus dangereuses même que l'immobilier. Mais t'as toujours un peu ces deux teams. Ouais, bah. Moi j'étais dans ta team et puis après Ah ouais tu vas me tuer, mais après j'ai rencontré le subprime sur Pat. Et j'ai changé de team. Et j'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus. Mais non, mais c'est. En vrai, je comprends ta team. Et mon grand frère il est comme toi. Tu vois, mon grand frère il vit à San Francisco, c'est un nomade. Tu vois, l'année dernière il est rentré 6 mois à Paris, il a pas d'attache. À chaque fois pour ses annives, il nous dit m'offrez rien de matériel. Tu vois, il veut toujours rester avec très peu d'affaires et pouvoir bouger un peu dans le monde entier et tout ça. Et donc je capte complètement ta team, tu vois. Ok. Je capte ta team. Mais l'immobilier, si tu sais que tu vas rester à un endroit, Ouais. et moi j'aime beaucoup la France, pas spécialement Paris, mais j'aime beaucoup la France, tu vois. J'aime Ok. bien, j'adore la montagne, j'adore la mer, t'es à côté de plein de trucs qui sont cool, t'as Ah, plein c'est de magnifique, paysages de bien sûr. dingue, tu vois, juste à côté, tu vois. En fait, tous les voyages que j'ai fait, moi, c'est pour quasiment, enfin, non, pas tous, mais j'ai énormément voyagé pour la rando, tu vois, parce que j'adore ça. Donc, je fais des trips en Nouvelle-Zélande, en Islande, à La Réunion, tu vois, au Canada, aux États-Unis et ça, pour la rando. Ok. Et en fait, tu reviens, tu vois, c'est Orelsan, au fond, je crois que la Terre est ronde, c'est genre,
tu reviens en mode la France ça, en fait ouais. Ça je le ressens à chaque fois. Ouais, Bon, après, c'est clair. La Réunion et l'Islande c'est vraiment une dinguerie quand même. T'as pas ces paysages là lunaires, tu vois, où t'as l'impression d'être. Tu te balades en Islande, t'as l'impression d'être sur Saturne, tu vois. Ouais, parfois, ouais. tu vois. Et la Réunion, l'île de Volcan, le cirque de Mafat, c'est un délire aussi. Mais je sais même plus pourquoi je te parle de ça. On parlait d'argent, d'investissement, de possession, du fait que tu et donc voulais la plus France, bouger. ouais, et donc du coup la France je trouve ça cool parce que tu as plein de petits kiffs Ok. que tu peux te faire à côté. Et donc ouais, je suis content de vivre en France. Ouais. Comment tu vois le fait que certains n'aient pas accès à l'éducation financière? Moi, ça me fait vraiment chier de me dire putain, mais en fait, moi j'ai eu un grand-père, tu vois, qui est entrepreneur depuis 50 ans et tout ça, et donc dès petit, j'entendais TVA, chiffre d'affaires, argent personnel, dividendes, déclaration, machin. Donc j'ai eu cette chance et cette putain de chance de naître dans cette éducation financière qui m'a permis de m'y intéresser. Et parfois, je vois des jeunes. Ce que j'appelle des jeunes, c'est des potes qui ont mon âge, sauf que j'ai l'impression qu'ils ont vraiment 20 ans de moins en termes de vision et d'éducation et autres. Ouais. Et c'est pas du tout plus pour me la raconter, mais c'est vraiment parce que je me dis putain merde, mais ils vont découvrir que dans 20 ans, en fait, qu'ils se seront peut-être endettés alors qu'ils n'ont pas les moyens de s'endetter, qu'au milieu ils n'auront pas profité de leur vie, ils vont se retrouver dans 30 ans avec un cancer, et puis en fait ils auront juste remboursé un prêt de merde, et puis ils auront rien, tu vois. Et parfois ça me frustre et je me dis, toi qui es beaucoup plus au contact des étudiants et autres, est-ce que tu penses qu'il y a de l'éducation financière ou alors c'est quoi ton avis là-dessus aujourd'hui? Ouais, c'est marrant, c'est exactement la thématique sur laquelle on débattait du coup sur l'Investir Day des Échos hier. J'étais avec, tu vois, 8 étudiants qui sont les présidents de leurs assos de finance et on débattait un peu sur l'investissement chez les jeunes, tu vois. Ok. Ce qui était intéressant, c'est que il y a quelqu'un qui donnait la stat qui disait que, je crois en 2019, tu avais 1,5% des jeunes, alors je sais pas c'est quelle tranche d'âge exactement, qui s'intéressaient à l'investissement, et aujourd'hui 4,5%. Donc, tu vois qu'il y a une grosse évolution, ça fait x3 tu vois, en 4 ans, mais que ça concerne une toute petite partie. Tu vois. Globalement, effectivement, il y a un désintéressement total vis-à-vis de ça. Tu vois. Et je pense que ouais, c'est dû aussi globalement au fait que, tu vois, en France, tu as très peu de cours d'économie, tu vois, en tout cas obligatoire. Alors je sais pas si ça a changé maintenant, mais donc globalement, le niveau en économie des Français est nul. Tu vois. Quand tu regardes les journaux télévisés, qu'il y a un débat sur l'économie, les retraites, machin, est-ce qu'il faut pas, on interroge Madame Michu dans la rue qui a nos clous du truc et qui va donner son avis, tu vois. En France, il y a tellement pas d'experts ou peu sur le sujet, tu vois. Enfin, en tout cas, le public est tellement peu expert que ça choque personne qu'on interviewe Madame Michu en disant alors Madame Michu, vous en pensez quoi vous du truc. Donc c'est ouais, c'est sûr que c'est pas un truc qui a été mis du tout au centre de l'éducation. Et la finance, bah, c'est un peu le futur de l'économie. Donc c'est sûr que si t'es pas bon en économie, il y a peu de chances que tu sois bon en finance, tu vois. Donc ouais, je suis d'accord avec toi, le niveau est très mauvais. Mais j'ai encore du mal à le faire parce que je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue. Quand j'en parle à certains proches et tout ça qui ont plus de recul, ils me disent attends 20 ans, tu pourras dire des choses que tu ne peux pas encore dire aujourd'hui. Même si elles sont déjà factuelles aujourd'hui, juste parce que je suis trop jeune, que ça ferait donneur de leçons, etc. Alors qu'en fait aujourd'hui, enfin, en tout cas notre ambition dans l'équipe, c'est juste de partager au max et d'apprendre autant de la communauté qui nous suit que nous essayer de transmettre, tu vois. Et parfois je vois sur YouTube quand on commence à parler, là par exemple tu vois je suis en stress de fou, je balance des vrais chiffres et tout parce que l'une des prochaines vidéos c'est je parle des investissements dans les droits musicaux. Ça fait 2 ans et demi que j'investis dans les droits musicaux. J'explique les pour, les contre, le fait que ce soit un marché qui ne soit pas liquide, etc. Et à la fin je dis j'ai investi 350 000 €, ça fait à peu près 10 à 15%, voilà les trucs et tout. Et je me dis bon, moi je suis partisan du fait de juste partager juste pour dire aux autres, mais vous m'avez connu, j'avais 15 ans, c'était inimaginable d'avoir 300 000 balles à placer dans des investissements exotiques, et pourtant aujourd'hui je vous le dis, donc c'est juste pour vous raconter que tout ce qu'on se partage, ça peut vous permettre de faire des choses, peu importe les échelles. Mais je pense que en tout cas de mon point de vue, je pense que j'ai encore beaucoup de mal pour l'exprimer, sans que ça soit donneur de leçons, et que ça soit bien perçu par des gens qui n'ont pas eu ou jamais reçu d'éducation financière et qui se disent mais pourquoi il me juge, pourquoi il dit que ça, machin, tu vois. C'est chaud je trouve aussi de... Enfin c'est juste pour défendre un peu le côté éducation financière, je trouve aussi ça difficile, enfin je trouve aussi que c'est difficile de le transmettre. Bah, je regardais, parce qu'il y avait quelqu'un qui me disait tu devrais faire un feat avec Eureka et tout ça dans ma chaîne, donc je regardais ce qu'il faisait, je trouve ça trop bien fait. Parce qu'en fait il fait les deux côtés, tu vois, il fait le mec qui est un peu hostile, un peu passif-agressif, en mode non, j'ai pas compris ce que tu m'expliques et ça. Et le fait qu'il fasse les deux personnages, moi je trouve ça ouf. Je trouve ça génial. Ce que je déteste par contre, c'est tous les médias qui, peu importe la valeur de la boîte ou la richesse du mec, dès qu'il est riche, vont te le descendre ou vont te dire que c'est parce qu'il est riche, etc. Tu vois, t'as plein de médias comme ça. Tu le vois dès qu'il y a des mouvements sur LVMH avec Bernard Arnault. Genre Blast ou des trucs comme ça quoi. Comment ? Blast, tu vois pas ? Non.
C'est le média un peu sur YouTube et c'est assez. Enfin, c'est très de gauche. Ok. Et il y a un peu ce truc en mode quand un mec a de la thune, il se fait défoncer. Mais Je genre sais pas si c'est à ça que tu pensais ou pas. Par exemple, mais tu vois, c'est un truc tout con. J'ai essayé d'expliquer simplement sur TikTok, Reels et tout. Alors, j'adore utiliser ces plateformes parce que tu te fais défoncer la gueule en un rien de temps. Ouais. Et j'expliquais simplement la différence entre le cash flow, ce que tu as vraiment dans ton portefeuille que tu peux dépenser, et la valeur de ta capitalisation, de ton capital. Et quand on dit que Bernard Arnault a tant de milliards ou qu'Elon Musk, en fait c'est faux parce que s'il veut avoir ces milliards vraiment pour lui, il faut qu'il vende tout. Et s'il vend tout, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'as tout qui se casse la gueule, donc ça vaudrait plus rien. Ouais, exactement. Il peut vendre les premières actions, il peut les vendre à ce prix-là, exactement. Puis ça se dégrade, puis ainsi de suite. Et donc juste expliquer ça, j'ai été tellement choqué du nombre de personnes qui te croient pas quoi. Et qui te disent mais non, mais en même temps c'est sa boîte machin. Et je me suis dit putain merde, pourtant c'est simple tu vois à comprendre. Et juste cet amalgame là, il y en a. Ouais, non mais carrément. Des deux côtés. Enfin franchement c'est compliqué parce que moi je suis assez centriste en politique tu vois. D'accord. Et du coup, Ah tu trouves que c'est de la politique toi? Bah un peu tu vois. Ouais, t'as quand même la vision traditionnelle en mode les mecs à droite ont de la thune, du capital et les mecs à gauche. Moi je suis pour que tout le monde. En fait moi je suis pour que tout le monde sache en faire. Oui. Qui veulent en faire ou qui veulent pas en faire, je m'en fous. Moi je l'ai dit dans le dernier TikTok. Parce que je voyais un TikToker soi-disant crypto machin, il dit oh là là j'ai fait un mois de merde, je suis vraiment une merde, j'ai gagné moins de 10 000 euros, je suis vraiment une merde. Et je lui ai répondu en mode mais t'as pas compris en fait, c'est pas parce que tu fais plus de 10 000 euros que t'es heureux en fait. T'as des gens qui pourraient être déprimés qui feraient plus de 10 000 euros et d'autres qui élèveraient des vaches au fin fond de la Suisse qui feraient 4 000 euros et qui seraient super heureux. Donc arrêtez de voir que l'argent c'est le bonheur, pour le coup c'est pas corrélé. C'est clair. Mais c'est tout le débat, est-ce que tout le monde peut faire de l'argent aujourd'hui? En tout cas, savoir en faire, je pense qu'aujourd'hui, ça à la portée de tous. Tu penses? Bah oui. Tu viens de le démontrer. Ouais, t'es mais... boulanger, t'es pâtissier, t'es machin, tu prends ton putain de téléphone, tu fais des vidéos et tu peux être dans la créateur économie et faire de l'argent. Non mais trop bien, t'as raison, moi c'est ça que j'adore dans la créateur économie, mais tu vois comme on l'a dit sur la finance, tu vois à quel point il y a peu de gens qui sont éduqués par rapport à ça, à quel point c'est niche. Moi c'est tout mon projet en vrai, même moi dans mon truc... Tu vois, Goldman Sachs, machin, c'est accessible à même dans les top écoles et tout ça, ils sont pas au courant de ce qui se passe dans un truc, comment ça se passe dans une salle de marché, enfin tous les trucs dont on a parlé, c'est quoi un Phoenix Memory et tout ça. Et donc, à mon humble échelle, j'essaye justement de démocratiser ça et de casser ce truc de soit tu connais les bonnes personnes et tu sais, et tu es au courant que tu peux faire des jobs qui te font gagner des centaines, voire des millions d'euros par an, que ça existe et tout ça, soit t'es pas au courant et du coup tu te fais niquer, tu vois. Et il y a un peu. Pour moi, il y a un peu ce clivage entre ceux qui savent et ceux qui savent pas, tu vois. Et il n'y a pas tellement... Tu vois, il y a plein de gens qui pensent que... tu vois, par exemple, les concours des écoles, il y a plein de gens qui pensent que tu as des aptitudes et du coup, elles sont testées et on sait, ok, tes aptitudes. On sait, par exemple, tu as une super note en maths, on sait, ok, toi, tu es un monstre en maths, tu vois. Et l'autre, ah bah, toi, tu es mauvais en maths, tu vois, à 17 ans. Alors qu'en réalité... c'est un état à un instant T à 17 ans qui dépend de à quel point tu as bossé, les relations que tu avais à ce moment-là, qui dépendent de plein de trucs, tu vois. Et moi, je pense que les aptitudes, les qualités, ça n'existe pas. Moi, je suis convaincu de ça. Je pense que quand on est rien, on est de la poussière, on ne sait rien faire. Quand on meurt, on n'est rien. Et entre les deux, c'est juste les personnes que tu croises et le tryhard, tu vois. Et oui, mais tu vois, si j'avais pas eu ses parents, par exemple, ou si j'avais pas eu cette famille avec cet éclaircissement et tout ça. Bah voilà, donc c'est ça. Donc pour moi, t'es le fruit que de trucs, d'inputs qui te sont arrivés, des personnes que t'as côtoyées, de toi aussi, tu vois, ton tryhard. Il y a du mérite, tu vois. Je suis pas en mode... fataliste, en mode on est dans le Truman Show et t'as aucun aucun libre arbitre sur ce qui t'arrive, tu vois, mais c'est enfin bref, donc voilà. Donc est-ce que tout le monde peut faire de l'argent? En vrai, je sais pas. C'est juste que le gars qui a pas la connaissance, qui est kéblo dans son truc. Ouais, mais ce que je trouve magique, c'est qu'aujourd'hui, il peut être sur un feed TikTok et être interpellé par quelque chose qu'on ne lui aurait jamais dit de base. Si t'es né il y a 20 ans, ben, si ton entourage il y a 20 ans ne te raconte pas ces choses-là, tu pourrais jamais le savoir. Aujourd'hui, si tu ouvres un feed ou en vrai, Google... oui et non, parce qu'en fait, tu crois aujourd'hui qu'avec les réseaux, t'es plus dans ta bulle et que t'as accès à d'autres trucs. Ouais. Non, les réseaux, l'algo, il est fait pour te montrer exactement ta bulle. Tu vois. À ce point? Ah bah ouais. Tu penses que c'est impossible pour une personne pas impossible, mais qui regarde que du foot toute la journée, qui tombe sur un contenu de basket par exemple? C'est quand même ça, tu vois, c'est tout. Moi, je trouve tout le monde très nombriliste, tu vois, genre justement très en mode on se regarde nous, je regarde les trucs qui me parlent, je reste dans ma bulle, dans mon machin et tout ça, tu vois. Et c'est pour ça que moi j'ai adoré en fait mes expériences de sortir de ma zone de confort, tu vois, de faire un truc de commerce, puis faire un job d'ingénieur, puis ensuite faire
un autre truc chez Goldman Sachs, puis aller dans les jeux vidéo, rien à voir, tu vois, avec l'a priori de ouais, les gamers et tout, ça doit être un peu des trolls, je vais les éclater parce que je suis bon en maths. Non, je me suis fait défoncer par tout le monde, tu vois, j'ai jamais vu de ma vie, de toute ma vie, j'ai jamais vu des gens avec un quotient intellectuel aussi développé que dans le gaming. Et encore une fois, je pense que tout est du tryhard, donc je pense que c'est le gaming qui leur a développé leur quotient intellectuel. C'est pas parce qu'ils étaient hyper intelligents que du coup ils ont percé dans le gaming, tu vois. C'est l'inverse, c'est parce qu'ils ont fait du gaming que souvent c'était des gens qui venaient pas de milieux hyper privilégiés, du coup ils avaient que ça, un peu que ça à foutre aussi, tu vois. Et ça les a rendus, enfin ceux qui sont smart, enfin ceux qui ont tryhard, pardon, ça les a rendus hyper intelligents, tu vois. Donc, bon bref, je suis peut-être un peu extrême là-dessus, mais ouais, je ne crois pas dans les skills, tu vois. Ok. Ouais, je pense que c'est un truc, je pense le talent, c'est une excuse qui a été inventée par ceux qui voulaient pas bosser, tu vois. Enfin, ceux à qui la vie réussit pas, ils disent ouais, bah, lui il a du talent, moi j'en ai pas. Le talent, tu l'obtiens en travaillant. Ouais, c'est ça. Mais je pense pas que. Tu vois, je pense que même un. Et ce qui fait que tu as plus de talent dans quelque chose que d'autres, c'est parce que ce quelque chose te plaît plus que l'autre. Donc tu le fais avec encore plus d'attention, avec encore plus de détails, etc. Je suppose. Après, on va nous sortir des exemples, Mbappé, tu vois. T'as regardé le reportage de Netflix sur Johnny Hallyday ou pas? Non, pas encore. Il est incroyable. Ah ouais? Ouais, il est ouf. Ok. Il est délirant. Ah, déjà, j'ai vu Robbie Williams, c'est incroyable, Robbie Williams. Enfin, Johnny, tu vois que c'est pas un gars... Qui est-ce qui a pas Netflix ici? Tu vas découvrir le jeu. Le premier qui répond moi, bah, je lui offre Netflix. Ah ouais, c'est comme ça? C'est comme ça, okay. C'est le jeu. Voilà. C'est tout. J'en profite pour me prendre un verre d'eau parce que... Vas-y, y'a pas de problème. Tiens, mais t'as là... Ouais, et il y a d'autres verres à côté, là, dans la pièce à côté? Je pense pas, mais tu sais quoi, on va faire un truc très simple, je vais transférer le verre. Ouais. On va faire ça. Pas. Voilà, on fait comme à la maison. 80. Donc c'est Fatmala qui remporte Tropézienne. C'est trop marrant. Attends, 290, merci à tous les gars d'être là et tout, ça fait plaisir. C'est ouf, c'est trop cool. J'aime bien partir un peu, surtout quand... Enfin, là je te le dis, je mets les pieds dans le plat, je suis un peu plus à l'aise parce que je sens qu'on est à peu près dans les mêmes... sujet de prédilection, on s'intéresse aux mêmes choses. Ouais. Je pense que là, je joue aussi beaucoup. T'aurais 60 ans, je t'aurais peut-être pas balancé, tu vois, ces quel âge, trucs-là et tout ça. 27. 27? Ah ouais? Ouais. Putain, alors que t'es dans le YouTube Game, putain, mais il a déjà l'award du 1 million sur YouTube et il se permet d'avoir 27 ans, quoi. Oh là là. Ça m'a fait rêver, franchement. T'arrives chez Romain, tu vois le truc en or du 1 million sur YouTube. Pour moi, il y a que Inox qui l'avait, celui-là, quoi. Écoute, tu sais que Domingo, il l'a pas. Ah ouais, pourquoi? Non, Domingo, bah il a 860K sur YouTube, quoi. Ah ouais? T'es plus big que Domingo. Bah écoute, j'ai démarré il y a très longtemps et j'ai fait plein de collabs. Donc ça m'a vachement aidé. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, entre avoir 1 million d'abonnés et pas forcément réussir à parler à la niche dans le sujet qui t'intéresse versus avoir moins d'abonnés et pouvoir... tu vois, par exemple, Twitch aujourd'hui, c'est un média que je comprends vachement mieux parce que du coup, le ratio... pour moi est beaucoup plus logique. Quand je vais sortir la vidéo, j'ai racheté les droits de Miley Cyrus, parce que c'est vrai, j'ai vraiment acheté les droits de Wrecking Ball de Miley Cyrus il y a de ça 2 ans. Mais je sais que les gens qui m'ont découvert quand je déballe un iPhone en auront rien à foutre s'ils sont toujours dans la mentalité de c'est ça que j'ai connu, c'est toujours ça que je veux. Tu vois, s'ils veulent grandir au fur et à mesure avec les contenus et apprendre d'autres choses, ils peuvent, tu vois. Ouais. Enfin, je dis pas qu'ils grandissent pas s'ils font. Putain, en fait, c'est un vrai gros verre de jus de pomme là quand même, j'ai un petit problème. Ouais, non, t'es chaud. C'est-à-dire que moi là, en buvant mon verre d'eau, j'ai toujours l'odeur du jus de pomme dans mon verre. Ah ouais? Et rien que ça, je me dis bon, ça va, tu vois, genre c'est suffisant. Je vais pas mentir, je suis chaud en jus de pomme, c'est vrai. Okay. On a même des gens du Québec, ça fait plaisir. Ah non, c'est ouf, c'est incroyable. Ok, alors vas-y. J'ai une question un peu philosophique. Ouais. T'es devenu master sur League of Legends. Ouais. Marc, est-ce que l'important c'est vraiment de participer? Est-ce que l'important c'est de participer? Moi je pense l'important c'est de faire un truc pour toi, tu vois, et... Enfin, tu vois, quand j'ai voulu passer master sur League of Legends, tu vois, c'était pas master pour raconter, tout le monde en avait rien à foutre, tu vois, dans les gens autour de moi, ils savaient pas ce que c'était que League of Legends et tout ça, tu vois. Mais tu t'y es pas mis pour participer? Non, mais je me suis mis pour moi en fait, pour prouver un truc pas aux autres, mais à moi. Ok. En fait, je pense que... bon, déjà, tu vois, là, sur la fin de Goldman, je pense que je fais un burn-out, tu vois, et je suis à un moment où je suis cassé, tu vois. Les 10 dernières années de ma vie, je les ai consacrées à faire de la finance, tu vois, j'ai fait les études pour la finance, le stage chez BNP Paribas, puis 7 ans chez Goldman Sachs, etc.
Et là, je me dis, ok, en fait, à C'est 30 quoi, ans, juste pour comprendre, parce que c'est un vrai que burn-out. c'est quelque chose qui arrive, Un etc. burn-out, C'est quoi un burn-out c'est une dépression liée au monde professionnel. D'accord. Ok, mais c'est une dépression. Et en fait, contrairement, les gens ils pensent burn-out, c'est tu te crames, t'as trop bossé, tout ça. Tu peux en avoir des comme ça, mais la majorité c'est pas ça. La majorité c'est tu bossais pour un truc et en fait ce truc-là n'existe plus et donc t'as une déception qui est immense. Tu vois. Par exemple, je sais pas, tu t'entraînes au rugby, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive là, tu t'entraînes comme un malade et tout, t'es sélectionné, ça va être ton moment. Tu vas jouer la Coupe du Monde de rugby. Là, tu te fais un claquage, tu manques la Coupe du Monde de rugby. Pour la prochaine, tu seras trop vieux, tu la joueras pas. Jamais de ta vie tu joueras la Coupe du Monde de rugby. Bah, il est très probable que tu fasses un burn-out, tu vois, s'il t'arrive ça, tu vois. Donc moi, j'ai un peu ce truc-là où j'ai une désillusion aussi, où je me rends compte que des gars passionnés par la banque, par la finance, il n'y en a pas beaucoup, en fait, tu vois, à partir d'un certain niveau. Les gars, ils sont pas là pour les mêmes raisons que moi, et moi, je suis un peu le seul professeur tournesol dans la salle de marché, tu vois, qui kiffe les trucs, tu vois. Et ouais, je pense que ça a généré un peu une désillusion, et ça a été dur, tu vois, c'était un moment assez compliqué pour moi et tout, et j'ai mis plusieurs mois à me reconstruire, et à ce moment-là, j'ai besoin de me dire, ok, comment, tu vois, j'ai besoin de me prouver un truc, tu vois. J'ai besoin de me dire, ok, Marco, qu'est-ce que tu sais faire, en fait, tu vois. Parce que finalement, aussi, on n'a pas beaucoup parlé, c'est vrai, mais je viens d'un milieu extrêmement privilégié, tu vois. Donc le fait que j'ai fait une classe préparatoire, une grande école et ça, ouais, mais je suis parti avec tellement d'avance sur les autres, tu vois. Donc est-ce que Bien ça a de sûr, la valeur? c'est pour ça. Et le fait que je rentre chez Goldman, ouais, mais tu vois, je côtoie des mecs, tu vois, qui sont blindax, qui sont au courant des trucs et tout ça. Donc je savais que ce truc-là existait. Et c'est pour ça, et je mets les pieds dans le plat, évidemment que quand Ouais. on se permet de parler de sujets, etc., on veut juste échanger sur notre vision et essayer de se poser des questions, mais c'est presque parfois un peu une discussion bar PMU, mais on sait très bien, enfin on est tous les deux blancs, privilégiés, avoir fait des études Ouais. ou avoir pu on peut pas se comparer à une personne qui a pas du tout les mêmes chances Non, mais à la exactement. naissance, donc ça évidemment que j'en suis conscient et je voulais absolument pas partir là-dessus en tout cas tout à l'heure parce que je voyais les commentaires et tout, je suis pas en train de dire que tous les gens sur Terre ont la même chance à la naissance, ce Ouais, serait ouais. des grosses conneries de raconter Ouais, ça. ouais, bien sûr. J'en suis évidemment, et je suis le premier à avoir expliqué plusieurs fois à ma communauté que c'est parce que mes parents ont pu m'acheter un ordi, un appareil photo, que je me suis intéressé à ça. Si Ouais, j'avais pas ouais. eu les moyens de faire ça, j'aurais jamais Ouais. fait ça, tu vois. Donc toi, t'en étais là. Moi, j'en étais là, et en fait, ce qui est magnifique dans le jeu vidéo, c'est que pour le coup, t'as une égalité de naissance dans le jeu vidéo. Tu vois, on est tous égaux face au jeu, quoi, tu vois. Il n'y a pas un mec qui en sait plus, qui est machin. Bon, t'as peut-être un gars qui danse ses potes, t'as des gars qui tryhard, mais il y a une égalité dans le jeu vidéo et dans le sport, je pense, de manière générale, qui existe dans assez peu de domaines dans la vie, tu vois. Et en fait, je pense que c'est pour ça aussi que ça m'excitait autant de devenir master sur League of Legends, c'est que, certes, je me suis fait accompagner par un coach, mais le coach, je l'ai même pas payé, tu vois. Kazewa, il vend des formations sur les jeux vidéo. Et tout Internet se foutait de sa gueule en lui disant tes formations c'est de la merde, t'arnaques les jeunes. Et en plus ça veut dire quoi formation sur les jeux vidéo? Tu vas faire payer des gars pour progresser les jeux vidéo, c'est complètement débile et tout ça. Tu vois. Et donc moi je vais voir Kazewa et c'est pas parce que j'avais de l'argent que je l'ai convaincu. C'est je lui ai dit Kazé, si on va faire un deal. Moi j'ai envie de passer master sur LoL, tu me coaches pour que je passe master sur LoL. Et toi t'as envie de montrer que n'importe quel branquignol peut y arriver. Ok. Quand à 31 ans je me lance sur LoL, alors que les réflexes dans le corps humain ils commencent à baisser entre 20 et 23 ans, tu vois, en fonction de à quel âge tu t'es entraîné. Les gens pensaient pas que c'était possible, tu vois, à 31 ans, de m'entraîner, d'arriver master, tu vois. Il y avait plein de gens sur Twitter qui m'ont dit, mais mec, mais jamais tu vas le faire, tu vois. Et donc, pour lui, en fait, on voulait prouver la même chose. On voulait prouver, avec du taf, tout le monde peut y arriver. Ok. Et du coup, bah, le taf, c'est quoi? C'est se faire former, parce que c'est une science, tu vois. Le jeu vidéo est une science. T'as 100 millions de joueurs depuis 15 ans. Et moi, au début, j'ai eu l'arrogance de me dire, alors que je vais montrer que le jeu vidéo, c'est compliqué, j'ai eu l'arrogance de dire, ah ouais, moi, tout seul, dans mon coin, dans ma grotte, je vais inventer le jeu et je vais devenir dans les meilleurs. Non. C'est il y a 15 ans de science cumulative accumulée par 100 millions de joueurs et tout ça, des coachs professionnels, des gars, qui savent, ok, c'est quoi la manière la plus optimale de jouer à ce sport, quoi. Et c'est pour ça que Kazé m'a enseigné ça. Moi, j'étais en mode tryhard. Kazé a vite compris que j'étais un robot. Il m'a dit, mec, mais toi, je te dis un truc à la session d'après et tout, boum, tout est intégré, machin, et tout ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas parce que j'étais smart. Kazé, tu vois, je pense que je suis 1000 fois moins intelligent que ce mec. Toutes nos sessions d'entraînement, je les recordais sur OBS, tu vois, pendant 2 heures. Et après, je me refaisais la session et je me disais, ah putain, mais là, il a voulu dire ça, ok, parce que j'ai rien capté en live quand même expliquer le truc, tu vois. Et je me notais tous les trucs, tu vois. Et après, je les mettais en application à chacune de mes parties, je revoyais toutes mes parties, est-ce que j'ai bien mis en application. Et après, on se voyait 2 fois par semaine, tu vois, 2 fois 2 heures par semaine, le lundi et le jeudi, entre 15h et 17h, je m'en rappelle très bien. Incroyable. Et donc, je voyais, ok, est-ce que j'ai mis en application. Et Kazé, il voyait mes parties, il me disait, mais c'est fou, t'es un robot, quoi. Je t'ai dit ne plus jamais faire ça, je le vois dans plus aucune partie, tu vois. Parce que, pour le coup,
Il me disait en gros le gros avantage avec toi, c'est que t'as aucun ego. Donc quand je te dis t'es une grosse merde, fais plus ça, je lui dis ouais ok je suis une grosse merde. Tu vois. Je comprends bien pourquoi on s'entend bien en fait. Et il me disait, en fait pour Kazé c'était le gros problème, c'est qu'à côté ça. il coachait des sardoches, des gars comme ça. Et tu vois il me dit, il a des gars qui arrivent, t'as un mec, je sais plus un mec de Team de Sud, là j'ai plus son blaze. Il me dit le gars il arrive au coaching avec moi, le mec il est diamant, hein, tu vois, il joue au jeu depuis 10 ans, il est moins bon que moi aujourd'hui, tu vois. Et il dit ouais moi la macro je suis hyper fort, tu vois. Mais j'ai pas trop de mécanique. Le mec a des mécaniques de malade, tu vois. Enfin, il fait des trucs, jamais tu me verras faire ça avec mon pote Garen, tu vois. Et il lui dit, donc il dit à Kazé, bon alors, le wave management, ça, c'est bon, on n'en parle pas, je gère, tu vois. Mais, mec, tu serais pas stock D1 avec les mécaniques que t'as si t'avais un wave management, tu vois. Donc c'est trop drôle en fait. C'est les gars, leur problème à un gros niveau, c'est qu'ils ont de l'ego et donc ils prennent un coach, mais il dit au coach, t'as pas le droit de me dire que mon revers il est nul par contre. Hein. On taffe tout, mais mon revers, je veux pas en entendre parler. Je dis, mec, t'es là pour te faire coacher ou t'es là pour. Bah ouais, bien sûr. Et c'est ouf en fait. Il faut toujours partir du principe. On a fait. Non, c'est pas Iris, c'est comment il s'appelle le gars, le Marseillais, non mais qui est D1 là, qui est hardstock D1 depuis ou master depuis. Comment il s'appelle pour balancer un petit blaze là. Bon bref, je sais plus le. Non, Sard c'est le même problème. Ça et Sard Kazé, c'est sûr que c'est un peu le même blême, tu vois. Quentin il me fait rire, il dit ça me rappelle un monégasque parce que Manuel, le fondateur d'Influx, du coup le CEO d'Influx, avec qui j'ai beaucoup travaillé pendant 6 ans, arrêtez pas de répéter en podcast, il dit non mais si Romain a bien une qualité, c'est qu'il a pas d'ego. Tu peux lui dire c'est une pauvre merde à 15h, à 16h il te rappelle, il te rebalance une merde pour réapprendre derrière, il y a pas de problème. Mais c'est vrai que je pars du principe où, je sais pas, j'aime tellement ce que je fais et ça peut être tellement court ou tellement vite arrêté par des trucs de merde dans la vie que je me dis mais si maintenant je me braque pendant 48-72 heures au lieu d'apprendre de cette personne-là, mais à quel point je pourrais le regretter quoi, tu vois. Moi j'ai pas trop de trucs là-dessus, mais parfois ça peut même me porter préjudice parce que parfois les gens se demandent vraiment si je suis bon dans ça ou autre. Tu vois. Alors il y a des trucs où je peux dire bon non là par contre vous pouvez me faire confiance, j'ai le niveau, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouve que c'est l'une des clés à avoir peu importe ce que tu fais dans la vie, mets vraiment ton ego de côté. Et je sais que le fait de l'écouter et autres ça peut paraître très simple, l'appliquer pour beaucoup c'est quand même un vrai challenge quoi. Ouais non mais c'est ça en fait. Il faut aussi comprendre que pas avoir d'ego, ça veut pas dire ne pas avoir confiance en soi. Tu vois, moi, quand j'ai bossé sur un truc, et c'est le cas sur League of Legends, tu vois, si là tu me parles de comment jouer Garen et tout ça, là je vais être très sûr de moi. Tu vois, je vais te dire non, je te poserai pas ces questions. Non, mais par exemple, tu vois, j'y connais rien. Et sur un domaine où je connais, j'ai bossé, mais c'est tout, tu vois. En fait, c'est juste sur les trucs où j'ai bossé, j'ai confiance en moi. Sur les autres, il y a plein de trucs où je sais pas, je sais très bien que je sais pas, tu vois. Et voilà, donc, enfin voilà, c'est juste pour dire aux gens, pour moi, le fait de pas avoir d'ego veut pas dire que tu vas pas parler avec une grande assurance sur certains trucs, tu vois. Genre moi sur les trucs, voilà, il y a des trucs que j'ai vraiment bossé, je parlerai avec une grosse assurance. Ok. Il y a un domaine dont je t'ai pas encore parlé. Vas-y. On n'a pas évoqué le mot depuis le début du live. Pourquoi t'es pas parti dans les cryptos? Pourquoi c'est quoi ton avis sur les cryptos? En fait, je l'ai même pas, je le connais même pas. Ouais, alors c'est vrai que les cryptos, pour le coup, tu vois, alors pour le coup, je me suis intéressé à pas mal de choses dans ma vie. Non ouais, j'ai eu HR, sur le live. Pour le coup, je me suis intéressé à pas mal de choses dans ma vie, mais du coup, jamais aux cryptos, tu vois. Okay. Et j'ai découvert ça récemment, tu vois, notamment avec HR qui était sur le plateau là, de mon talk show. Non, mais avant ça. Oui, non, mais je savais que ça existait. Mais t'as pas acheté de Bitcoin, t'as fait aucun mouvement, wallet, machin. Mais en fait, je suis pas excité par, encore une fois, faire de l'argent, tu vois. Donc tu me dis un truc, ça va monter, machin, ça m'excite pas. Par contre, le côté technologique aurait pu m'exciter. Mais j'ai pas, tu vois, justement, j'ai pas du tout l'excitation de putain, c'est une dinguerie, on va faire du bif là-dessus, tu vois. Pour moi, là, la creator economy, ça me fascine parce que c'est pas de faire du bif, c'est que ce soit nouveau, ça crée une immensité de possibles. T'aides un nombre de personnes énorme, surtout dans tout ce que tu fais. Entre les événements, enfin tout ce que tu partages de la connaissance. Donc, non, mais carrément. Ça te donne un but dans ta vie, quoi. Complètement. C'est ultra gratifiant, là, tu vois, quand j'ai fait ma tournée des écoles, de rencontrer des gens de la commune, ça, c'était ouf. Mais, ouais, enfin, je sais pas. Donc, le côté pognon, argent facile dans les cryptos, ça m'a jamais, du coup, attiré. Et le côté technologique aurait pu m'attirer, et j'avoue que j'ai découvert ça récemment parce que j'avais HR qui venait sur le live, donc il fallait que je prépare un peu le sujet, et notamment les sujets de DeFi, tu vois, de Decentralized Finance. Je trouve ça assez appliqué à d'autres secteurs que ceux de la finance, tu vois. Je trouve ça assez intéressant. Mais voilà, globalement, c'est un truc auquel je me suis très très peu intéressé. Ouais. Et puis j'ai vu quelques avis de toi partagés sur des traders, etc. crypto, c'est pas tes meilleurs amis, quoi. Tout ce qui est formation crypto, machin et tout. Alors c'était pas en crypto, c'était en trading. Ah ouais, même en trading. Ah ouais, pur et dur. C'est des gens qui arnaquaient, justement, on en parlait au début du live, les plus ignorants, quoi. Ces gens qui profitent des
de l'ignorance des gens en économie, en finance, pour les arnaquer, pour leur faire voir qu'ils peuvent gagner de l'argent facilement, tu vois, et qui leur font perdre beaucoup, tu vois. Donc ouais, à un moment, en fait, mais ça encore, tu vois, c'est là où je vois que j'étais dans ma bulle, tu vois. Moi, quand je suis arrivé, que j'ai commencé mes lives et que mes viewers m'ont dit non mais attends, faut que tu débunkes tous les mecs qui font des arnaques sur la finance, je regardais les trucs, je dis mais vous allez pas me dire qu'il y a des gars qui croient à ce truc-là. Ah ils ouais. m'ont dit mec, mais sois pas arrogant comme ça. Enfin, bien sûr qu'il y a des gens qui croient à ce truc-là. Et je me suis dit mais Marc, réfléchis. Mais Ça là, fait 10 ans que tu fais de la que... finance, si t'en avais pas fait pendant 10 ans, bien sûr que tu pourrais tomber dans le panneau. Et là, je me suis dit bon ok, t'as un devoir aussi de débunker les mecs et tu vois, et s'il y a des gens qui tombent dans le panneau, t'as un devoir de les protéger, tu vois. Mais c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas. Je me disais, tu peux pas tomber dans un panneau comme ça, tu vois. Bah si, moi oui. Ok. Non, mais tu vois, j'ai déjà payé $200 pour un chat Telegram de merde qui ne m'a rien rapporté, tu vois. Ok. Non, mais j'étais plus jeune, mais j'étais... Ouais, j'ai je- fait enfin, plein moi, de trucs de merde, quoi. Non, mais je dis ça, tu vois. Mais moi, pour c'est- comprendre mon avis, surtout, enfin, si on prend la valeur la plus connue qui serait le Bitcoin, Ouais. moi je vois pas de différence entre le Bitcoin et l'or. Quand je regarde les deux de façon factuelle, je vois pas de différence. Il y en a un qui est numérique, il y en a un qui est un objet physique, et encore, tu pourrais même acheter et parier sur le cours de l'or sans détenir de l'or. J'aimerais juste avoir ta vision des choses, parce que je suis pas assez expert, tu vois, sur le sujet pour pouvoir... Mais j'aimerais comprendre, pour moi, hein, si tu crois pas au Bitcoin, c'est que tu crois pas en l'or, et c'est que tu crois pas aux matériaux dont on ne fait rien d'autre que spéculer sur la rareté. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, tu vois, enfin, tu vois, l'or, quand les États ont choisi, ok, c'est ça qui va être une monnaie, tu vois, c'était, voilà, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'or à ce moment-là? On pouvait le découper facilement, le moduler facilement, on pouvait en faire des bijoux, donc on se disait ça a de la valeur, mais tu vois, on aurait pu choisir. C'est juste parce que l'autre voulait l'acheter plus cher, diamant, ça a tu de vois, la le valeur, problème quoi. du diamant, c'est qu'il n'y en avait pas assez, Ouais. tu vois, c'était un problème aussi de rareté, c'était trop rare, tu vois, c'est voilà. T'as vu le Mais- reportage sur Netflix sur les diamants, les diamantaires? Non. Faut que tu regardes. Ah ouais, ok. C'est horriblement flippant. En Ok. fait, tout ça, c'est une pyramide. Ok. C'est faux. Il y a des diamants partout. Ils les stockent, ils savent plus Ah quoi ouais en foutre. Ils les vendent pas parce qu'ils veulent pas faire chuter Ok. le cours. Enfin, tu vois le reportage. Ok, bon, je raconte n'importe quoi. Ah, c'est Ok. incroyable. Non, Ok, mais ok. tu regardes du coup les diamants. Par contre, l'or, c'est. Et puis après, tu as le débat diamant synthétique et vrai diamant. Puisque tu ne reconnais pas la différence entre un diamant synthétique et d'un vrai diamant. Ouais. Donc c'est juste l'ego qui fait que tu serais prêt à payer plus cher pour avoir un vrai diamant pour dire ça vient de la pierre, quoi, tu vois. Ouais. Donc, pardon, j'ai fait une digression, mais Non, je non, trouve mais ça c'est- super intéressant. C'est ça, tu vois. Et puis, je vois Blockchain qui dit après, il y a eu le moment où on a décidé d'abandonner l'étalon or, c'est-à-dire tu vois, le dollar était ce qu'on appelle pegged, accroché à des réserves d'or sous-jacentes. Après, ça a été enfin, les devises étaient accrochées à des réserves en dollars sous-jacentes dans la banque centrale. Et maintenant, enfin bref, c'est encore un autre système. Mais je suis d'accord. Enfin, tu vois, moi, pour le coup, Asher, tu vois, m'a vraiment convaincu d'un truc. Ah bon? Ouais. Je Je suis pas étonné, il est fort. Non mais le point où je le rejoins, tu vois, je te dis pas j'ai envie d'acheter des cryptos et ça c'est trop bien, mais pour moi les cryptos c'est pas un feu de paille, tu vois. C'est comme la créateur économie, ça n'est pas un feu de paille, ça existe depuis 15 ans, c'est là, tu vois, c'est là, il faut l'accepter, ce truc est là, il y a un changement de paradigme. Quand il y a un changement, t'as toujours ceux qui ont peur du changement, non ça n'existe pas, machin, ça, non, ça existe ce truc, tu vois, maintenant. Et c'est intéressant, il y a un nouveau paradigme qui est décentralisé, tu vois, et qui permet plein de choses. Et tu as l'ancien paradigme classique de la finance centralisée. Et je suis pas dans un mood, et c'était intéressant de voir qu'Achar était d'accord là-dessus, tu vois, pas dans un mood en mode il faut aller vers le full décentralisé, c'est trop bien, Bien sûr. niquer les banques et tout ça, putain, ils nous doivent plein de thunes et tout ça. Je prendrai Non, que ce ni- passage-là sur TikTok, t'inquiète. Ok. Ni tu vois l'inverse. Ce qui est intéressant, c'est ok, quel va être le juste milieu, ce qu'on appelle le sweet spot entre les deux, entre un monde full décentralisé ou full centralisé. Et on va faire une approche segmentielle, tu vois. Est-ce que sur la finance c'est intéressant? Est-ce que sur le monde de l'assurance? Est-ce que sur le monde de la créateur économie, par exemple, tu vois, il faut de la centralisation ou pas? Et donc, ouais, c'est un nouveau paradigme en fait. C'est un nouveau, tu vois, on n'est pas obligé d'être complètement polarisé sur un acteur central, tu vois. On peut avoir un autre monde, choisir entre les deux. Dans certains trucs, ça va être intéressant de passer par une technologie type blockchain, dans d'autres pas, tu vois. Voilà. Donc, et ça, ouais, Achar, je pense qu'il m'a convaincu de ce truc-là. Tu vois, en mode, trop bien, on a un nouveau paradigme, mais maintenant voyons quel est le bon équilibre à trouver entre les deux en fonction des secteurs, quoi. J'ai envie de switcher, mais pour te poser des questions. Merci Paul, ça fait plaisir. SG2908. Du côté vraiment, enfin, il y a des questions que je peux recevoir
très candide, et c'est pas un jugement, tu vois, Ouais. sur Instagram, etc., Ouais. de jeunes qui ont 15 ans jusqu'à 25-35 ans. T'as 100 euros, tu démarres, etc. J'ai reçu cette question. Hein. Ouais. J'ai 100 euros, j'aimerais les investir, je les investis dans quoi? Ok. J'ai partagé mes réponses, j'aimerais les tiennes. Alors pour moi, en fait, la base de l'investissement, c'est de considérer que sur tes 100 euros, tu vois ça comme une fusée avec plusieurs étages. Et tu te dis, ok, sur mes 100 euros, il y a 20 euros dont j'ai besoin dans les 2 prochaines années. Tu vois, parce que je sais pas trop si mon business va marcher, si je dois retirer de l'argent et tout ça. Donc ces 20 euros, c'est le premier étage de ta fusée. Et tu vas te dire, ok, c'est liquide. Tu vois, c'est-à-dire, je vais le placer, mais il faut que je puisse le retirer à tout moment, cet argent-là. Et en fait, pour un placement liquide à horizon 2 ans max, là, il y a un placement optimisé. Tu vois, ça va être des comptes à terme, par exemple, qui te remboursent, qui te payent du 3-4% par an et tu peux retirer à tout moment. Mais comme ça te paye du 3-4% par an et que l'inflation est autour de 3-4% par an, tu perds pas d'argent. Bref. Ensuite, tu as peut-être que sur tes 100 euros, de 20 à 50, tu vas dire que ça, c'est 30 euros là. Ça, je suis à peu près serein que j'en aurai pas besoin dans les 2 prochaines années. Donc, je peux les placer à horizon entre 3 et 5 ans, tu vois. Et tout au bout de la fusée, tu auras peut-être les 20 derniers euros de ta fusée où tu vas te dire ça, franchement, je pourrais vivre sans. Et donc si je peux vivre sans, je peux vivre sans pendant 15 ans. Et donc je vais placer dans un truc ultra risqué, type du venture capital, c'est-à-dire des startups, tu vois, dans plusieurs startups, parce qu'il faut diversifier ton risque. Donc pour diversifier ton risque en startup, il faut au moins 15-20 startups différentes, tu vois. Et j'y touche pas pendant 15 ans et j'espère avoir gagné au casino et avoir misé sur le prochain Payfit ou la prochaine énorme startup, tu vois. Ok. Donc c'est vraiment en fait la base, c'est quand quelqu'un te demande c'est quoi le meilleur investissement, ça veut rien dire, c'est quoi le meilleur investissement pour cette maturité là, tu vois, ou pour cette liquidité là, où c'est de l'argent bloqué pendant 7 ans, ou je veux de l'argent liquide et tout ça, tu vois. Il manque comment dire, une inconnue dans l'équation. L'équation est insolvable si tu me dis pas pour quelle maturité, avec quelle liquidité, tu vois. Et après, voilà, pour chaque maturité, chaque liquidité, je pourrais te dire, moi je pense que ça c'est intéressant, mais après, ce qui est sûr, c'est que chez Goldman Sachs, j'ai pas gagné une boule de cristal où je vois le futur, tu vois. Celle-là, je l'ai pas encore, malheureusement. Est-ce que tu pouvais, du coup, oui, tu pouvais donner des conseils en investissement? Non, c'est plus, mon client me dit, j'ai envie de faire ça, Ok, et je vais lui dire quelle est la manière la plus optimale de le faire, tu vois, justement. ok. Parce que j'ai tellement entendu la phrase de « ce n'est pas un conseil en investissement que je rêverais un jour d'avoir en live une personne qui dit ceci est un conseil en investissement ». En fait, c'est pas moi, les conseillers en investissement. C'est quoi déjà? C'est un titre? C'est quoi? C'est une formation? Comment est-ce que tu peux devenir conseiller en investissement? Alors, je connais pas exactement les agréments qu'il faut, mais ce que je sais qu'en gros, dans les brokers, dans les courtiers et tout ça, tu as 2 types un peu de conseillers en investissement. Tu as les conseillers en investissement financier qu'on appelle les CIF, CIF. Ok. Et tu as les comment ça s'appelle, les PSI, j'ai plus le truc, mais c'est ceux qui sont placeurs d'ordre, tu vois. Okay. Et donc en fait, soit tu as un conseiller qui juste te conseille, mais il peut pas trader pour ton compte, tu vois, donc il te conseille. Et après, le trade, tu vas le faire avec ta banque dépositaire, quoi, ta banque classique. Soit tu as vraiment un broker entre les deux qui fait le trade pour toi, tu vois, qui fait les opérations. Donc voilà un peu les 2 types de conseillers. Et pour être placeur d'ordre, statut PSI, c'est un agrément supplémentaire. C'est beaucoup plus de travail, tu vois, pour avoir l'agrément. Je crois que tu obtiens auprès de l'AMF, quoi. Bah, c'est l'agrément CIF de ce qu'on me dit. Désolé, j'ai pas assez de connaissances sur le sujet. Jocaris, tu es CIF? Non, moi je suis pas du tout CIF. J'étais ce qu'on appelle Cross Asset Solution Sales chez Goldman Sachs, qui est un nom un peu barbare, qui veut juste dire que je vendais des produits dérivés sur toutes les classes d'actifs. Et j'étais à la source, quoi. C'est-à-dire c'est moi qui les créais, entre guillemets. Enfin, c'est la banque qui créait les produits et qui gérait le risque des produits qu'on vendait. Et ces produits, on les vendait soit à des clients qu'on appelle distrib, c'est-à-dire qui achètent notre produit pour les revendre derrière dans leur réseau, tu vois. D'accord. Par exemple, tu as Groupama, ils vont acheter 100 millions d'euros d'un produit dérivé à la banque et ils vont le revendre dans tout leur réseau par petit contrat de 5 000 euros, tu vois. C'est un grossiste, tu vois. Tu vois, ils font le travail de distribution, tu vois. Et tu as des clients qui font du compte propre, c'est-à-dire que ils achètent le produit pour eux-mêmes, tu vois. Type un hedge fund, tu vois, il achète le produit pour lui-même pour avoir de la performance. Et après, derrière ces clients, il leur vend une performance. Tu vois, il leur dit, tu m'as donné ton argent, j'ai fait plus 10% ou quoi. Mais il leur refile pas les produits qu'il a fait directement. Tu vois. Je comprends. C'est-à-dire qu'il pourrait absorber des pertes. Tu vois. Il pourrait se dire, bah, cette année, on a fait 5% de performance, mais je vais payer plus 10 à mes clients parce que le marché paye à peu près du plus 10, tu vois. Alors, tu as une limite de risque et tout ça, mais tu vois, les assureurs, ils te payent pas quand tu as ton argent sur le fonds euro et que l'assureur te dit je te paye 2% à la fin de l'année, c'est pas du tout forcément la performance qu'il a fait, tu vois. Ça peut être plus, ça peut être moins.
Le 2% qui te paye à la fin de l'année, Cardiff, ton assureur, qui est l'assureur de BNP Paribas, bah c'est certainement parce que Sogecap, l'assureur de Société Générale, paye du 2% et qui veut s'aligner, tu vois, qui se dit ok, ça paye du 2, si je paye du 1, tout le monde va reprendre son cash et va le foutre chez Sogecap, si je paye du 3, bah je surpaye par rapport à ce que payent mes concurrents, donc je vais payer du 2, tu vois. Mais peut-être que derrière, soit il a gagné du 5 et il se dit ok, bah je mets 3 en réserve pour l'année prochaine, ou peut-être qu'il a fait 0, mais il se dit si je paye pas du 2, tout le monde va se barrer, donc je suis obligé de prendre une perte de 2, tu vois. Donc, j'ai presque l'impression que c'est ça qui a fait que les crypto-monnaies ont plu à beaucoup, c'est que c'était simple à comprendre. C'est plus c'est demandé, plus ça vaut de l'argent, moins c'est demandé, moins ça vaut, mais au moins je sais exactement pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Ouais, j'ai l'impression. En fait, ce qui est intéressant avec les cryptos, c'est sûr que c'est la désintermédiarisation, tu vois. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc effectivement, tu n'as pas du cut de crap, tu vois. Genre, c'est mon actif a monté ou il a baissé. Il n'y a pas un gars qui m'explique, ouais, non, mais là, il y avait une perte de liquidité, on a racheté tel truc, tu vois. Tu n'as pas tous ces intermédiaires à qui tu confies ton argent. Il n'y a pas d'histoire au milieu. Tu comprends pas trop, tu vois. Ouais, c'est des faits, quoi. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Et c'est ça vraiment le sens du truc, tu vois. C'est genre plus d'intermédiaires, tu vois. Et c'est marrant parce que, désolé, je suis en passion créateur économie, mais pour moi, c'est un peu le sens de la créateur économie et des influenceurs. Pourquoi les influenceurs, ça marche autant aujourd'hui? C'est justement ça. C'est la désintermédiarisation. C'est, bah ok, pour me renseigner, je suis pas obligé d'aller via un média, tu vois, qui a des intérêts et tout ça, je peux passer par un gars, tu vois, directement. C'est cet accès direct en mode, j'ai un gars, un influenceur, qui est authentique, qui n'est pas payé par une marque et tout ça, qui peut être lui-même et qui va me dire son truc, tu vois. Comment tu vois alors les plateformes? Quand tu vois qu'une plateforme change d'algorithme et qu'un créateur qui était bankable sur une plateforme l'est beaucoup moins, qui doit adopter une nouvelle plateforme. On a vu TikTok au début de TikTok, il y a tous les créateurs de YouTube qui te disaient jamais c'est une app pour danser, c'est machin, c'est ByteDance, etc. Alors aujourd'hui ils s'y mettent tous, ils font des replays, des capsules et moi le premier. Comment tu vois, du coup, si tu me dis qu'on cut justement tout ce qu'il y a au milieu et que c'est ça le succès de la créateur économie, les plateformes au milieu Ouais, t'as les plateformes, mais tu vois qu'il y a un hébergeur de contenu, mais ils sont pas, tu vois, ils sont pas dans la chaîne de transmission d'un message, tu vois. Où j'ai pas de... Alors oui, là on est en live sur Twitch, je vais pas balancer des dingueries sur Twitch, mais globalement je suis assez peu limité sur ce que je peux raconter, tu vois. Là, par exemple, on parle de crypto, Twitch me dit pas, attends, par contre sur les cryptos, tu dis pas ça, ou tu dis pas ça sur les banques, quoi. Mais pour autant, tu n'as pas encore mentionné la newsletter, les SMS personnalisés, des choses que tu peux t'accaparer vraiment pour être sûr de communiquer avec ta communauté. Ouais. Et je l'ai jamais lancé encore, j'ai jamais fait de newsletter, ça me fait chier d'écrire, je suis nul à l'écrit, etc. Je pourrais peut-être faire une newsletter vidéo et tout, mais même pas. Là, j'ai trouvé par exemple un service qui me permettrait d'avoir un numéro public et que tous les gens puissent m'ajouter en contact dans leur téléphone en numéro, et que je prenne exactement ma conv SMS, exactement comme si c'était mon canal Instagram. Je trouve ça super puissant. Tu te dis, putain, t'as un SMS pour rentrer dans le quotidien des gens, à toi d'en faire bon usage et que ça soit intéressant. Mais comment tu vois justement la communication en soi en tant que créateur aujourd'hui? Bah moi, enfin, à chaque fois que je communique, tu vois, je me dis pourquoi je fais ça, est-ce que je suis à l'aise à faire ça, tu vois, et j'essaye vraiment de réfléchir à est-ce que je suis à l'aise avec ce truc, est-ce que c'est moi, tu vois. Ok. Et c'est tout. Je me dis pas qu'est-ce que les gens vont en penser. Et tu te dis pas, je mets beaucoup d'énergie sur cette plateforme, qu'est-ce que je fais si demain elle disparaît? J'ai hyper confiance en les deux sur lesquels je me concentre, c'est LinkedIn et YouTube. Je pense que LinkedIn et YouTube sont des plateformes de communauté, là où TikTok est une plateforme de contenu. C'est-à-dire que dans l'algorithme TikTok, quelle que soit ta communauté, tu peux n'avoir quasiment pas d'abonnés, c'est ton contenu qui va prévaloir et du coup tu peux percer du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on a vu des ascensions aussi fulgurantes sur TikTok, là où sur YouTube, bah là moi je suis en train de grind, je suis à 14 000 abonnés, c'est hyper long, c'est hyper long de monter, tu vois. Mais du coup, tu as une crédibilité que tu es en train de build up vis-à-vis de ta communauté, donc c'est pour ça que ça a beaucoup plus de valeur, tu vois, des abonnés sur YouTube que des abonnés sur TikTok, tu vois. Et sur LinkedIn, c'est la même chose. À LinkedIn, donc, alors vraiment on fait une aparté 2 secondes et j'aimerais bien que tu motives les gens qui nous regardent là à se mettre sur LinkedIn, peu importe leur niveau, parce que je l'ai découvert trop tard. Là, c'est intéressant, dans le chat là vous êtes beaucoup à pas être sur LinkedIn. On a même un délire. On peut faire un sondage ou pas du chat qui est sur LinkedIn, qui l'est pas. Ça m'intéresse de ouf. Tiens, parce que c'est pas moi qui sais faire un sondage sur Twitch. Ah ouais, non, je t'en prie. T'es dur. Là, quand je disais, on sait faire en plus avec le truc. Give to subscription. Non. Il y a pas un modo qui peut nous balancer là? Attends, je vais trouver. Non, j'ai pas de modérateur non plus. J'ai pas. On en est là. Attends, je vais faire chat settings. Non, mais chacun ses trucs, hein. Voilà. Mais là, à gauche, il y a des trucs, non? Ah, si. J'adore. Les boomers. Il y a des Manage poll. Manage poll. Create a new poll. Question.
qui a link. C'est vrai qu'il monte vite le jus de pomme. LinkedIn. Moi. Pas moi. Voilà. Parfait. Pas moi. Ça va être rapide. Okay, Allo additional vote. Tac, non, tu mets combien de duration? On met 1 minute, ça c'est ouais, 2 minutes. Deux, les gens, start. On se dit que vous êtes des boomers comme nous, peut-être qu'il y en a qui. Et tu sais que c'est la première fois que je fais un vrai sondage comme ça hein, sur Twitch. Ah ouais, là on est en train de faire une dinguerie là. On est en train de faire un truc de fou là. On est vraiment en train de faire un truc de fou. Et tac. Ok. Il est parti où le Paul là? Il est là-haut. Ok. C'est bon, il est là. Paul est avec nous. Ok. On est bon. Grand réseau de boomers. Non, franchement, trop pas. En fait, ça qui est fou aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit à LinkedIn réseau de boomers. Tu sais comment je fais? Attends. Juste je te fais l'extrait. Ouais. Non, vas-y, je te laisse terminer d'abord. Non, mais le réseau, c'est vachement, tu vois, a vachement pris le tournant justement de la créateur économie. À la base, c'était un réseau de boomers. Et donc justement, les boomers qui reviennent sur LinkedIn, parce qu'on leur dit LinkedIn, c'est la folie, tu les repères direct parce qu'ils commencent. Et moi, j'ai fait l'erreur sur mon premier post. T'écris cher réseau. Voilà, c'est ça. Et là, t'es mort. Et là, t'es mort. Et en fait, je vois encore des gens qui font ça en mode cher réseau, j'aimerais vous partager une aventure. Non, c'est moi. Moi, tu vois là, le truc que j'ai fait, le post que j'ai mis avec Asher, tu vois, genre la vidéo marchait bien. Je mets un petit post en mode, aujourd'hui, l'algo YouTube, c'est comme la carte du maraudeur d'Harry Potter. Il ne ment jamais, tu vois. Et ça marche trop bien. J'étais fier de ma catchphrase, mais à chaque fois, il t'en faut une, tu vois, une petite catchphrase, machin. C'est juste les gars, ils vont voir la première ligne. C'est comme la miniature, en fait, c'est le même principe, c'est la miniature YouTube, c'est ta première ligne. Est-ce que je clique sur voir plus, est-ce que je clique pas sur voir plus? Et ensuite, l'algo LinkedIn se dit, ah ouais, ok, quand même 66%. C'est ouf. Mais là, ça fait déjà 2 minutes, non, les gens ont pas fait. Non, pas encore. Ok. Mais c'est ouf dans quel sens? Tu trouves ça pas beaucoup ou pas 66% qui l'ont? Non, je trouve ça bien maintenant, ça ne montre pas qu'ils l'utilisent vraiment tous les jours. Mais j'ai un petit jeu que je fais sur ce live. Ceux qui regardent souvent les lives sont habitués. Vous avez 1 minute pour vous partagez vos caractéristiques en 5 mots-clés dans le chat. Vous ouvrez vos messages privés sur LinkedIn et vous ouvrez vos messages privés sur Twitch et on transforme Twitch en LinkedIn en moins d'1 minute. Si vous aimez la bagnole, que vous êtes comptable, que vous allez faire du golf le week-end et que vous êtes abonné à American Express, vous le mettez et vous vous connectez les uns avec les autres. J'ai eu des dingueries et des pépites en screenshot de mecs qui m'ont dit putain, je cherchais un développeur pour mon truc, en fait lui il aimait les bagnoles comme moi, on s'est vachement bien entendu grâce à ton live Twitch. Okay. Et je leur ai montré la force du réseautage en un seul live Twitch. Et je leur ai dit, bah, vous voyez, bah, c'est ça LinkedIn. LinkedIn, c'est juste, tu vas taper un centre d'intérêt, etc. Tu te dis, ah putain, en fait, mon collègue que j'ai déjà, il aime bien ça, mais je savais pas. Et puis, il est connecté à une personne avec qui je suis pas encore connecté, qui aime ça. Puissant. Et ce réseau est surpuissant. Je trouve ça ouf. Surtout quand tu mets ton ego de côté, comme on l'a dit, et que du coup, tu oses demander de l'aide. Quand tu fais ces deux trucs-là, mais t'as une force de frappe en mode, hello, c'est un contact intéressé, j'ai vu qu'on était en relation ensemble, j'ai vu que tu connaissais un tel, j'ai ce projet-là à défendre, est-ce que tu peux m'aider? Quand tu sais faire ça, mais c'est une fusée exceptionnelle, LinkedIn. Franchement, c'est incroyable. Parce qu'on disait depuis le début, hein, tout le réseau fait tout. En fait, et donc si tu arrives à trouver le réseau en disant ah putain, j'ai vu que tu connaissais un tel, développe-moi le truc, j'essaye de rentrer chez, je sais pas, j'essaye de rentrer chez Deloitte, j'ai vu que tu connaissais un partenaire, on a le gars en commun, tu peux me débloquer avec ce gars, ah ouais, bah je le connais, attends, je te fais une intro et ça, boum. 2 jours après, tu as le meeting là où tu aurais pu envoyer 15 000 mails, il serait jamais rien passé. Et ça fait vraiment pas longtemps que j'applique. Parce que parfois je dis plutôt faites ce que je dis, pas ce que je fais, parce que je parle beaucoup et il y a quand même des choses que je fais pas encore bien, c'est normal. Mais depuis que je l'applique, il y a même des gens que ça surprend. Aujourd'hui j'ai passé 2 appels et j'ai commencé en disant hello, ça me fait plaisir de t'avoir, mais je préfère te le dire, c'est un appel intéressé. Ah non, mais il n'y a pas de problème, comment tu vas et tout. Et les gens sont super à l'aise avec ça. Ils sont même contents. Et moi, ils étaient étonnés de se dire, c'est rigolo, Romain, il m'appelle pour de l'aide et tout. Ils sont presque contents parce qu'en fait, je les appelle pas, tu vois, sinon. Et à l'inverse, ils me demandent aussi, pareil, de l'aide sur d'autres sujets. Et puis, ça permet de faire travailler ton propre réseau. Parce que quand tu dois aider quelqu'un, tu vas contacter aussi une personne à qui tu n'as pas parlé depuis longtemps. Donc, en fait, c'est un peu la pyramide qui est super fructueuse, quoi. Putain, je suis en train de mater ma page LinkedIn. Là, on voit ça quand on arrive sur ma page LinkedIn. Je pensais que j'avais un Linktree clean et tout. Non, en fait, c'est le. On voit ça. C'est le bazar. Bah non, ça va. Non, mais tu vois, je pensais que j'avais un Linktree avec tous mes liens. Et là, je vois dans le à propos, j'ai des liens un peu dégueux comme ça. J'ai pas mon Linktree en fait. Le Linktree, il est ici. J'y ai eu accès avec YouTube. Ok, il est pas sur LinkedIn. Je suis en train de flex depuis tout à l'heure sur LinkedIn. Je sais pas. C'est parfait. Putain, c'est parfait. Non, c'est top. Linktree, c'est pas mal aussi. Moi, j'ai Bento. Bento.me/Romain Lannery. Ça marche bien aussi, je trouve. C'est joli aussi. Ouais, c'est clean. C'est ce que j'ai testé. Ça te permet de mettre des articles ou d'autres choses, etc. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est à faire le plus aussi. big, c'est quoi? C'est YouTube? Où t'es le plus big?
Ouais. Sur tes réseaux, ouais. En termes d'abonnés, oui. En termes de force de frappe, c'est Instagram en ce moment. Ok. Les stats qu'on fait sur Instagram, et je m'éclate sur Insta, quoi. Ouais. Je réponds à tous les commentaires en Reels. Les abonnés qui me parlent sur Insta en privé, ils hallucinent à chaque fois, mais ça me fait marrer. Ils m'envoient des questions, je leur réponds en vidéo. Ah ouais. Tu vois, et ils adorent. Et donc, Ouais. dès que je sors une story Mais ou t'as autre, le temps de faire ça, mais comment tu fais? T'as 150 000 abonnés? Moi j'en ai 300 000 sur Insta presque. 300 000. Mais Putain, en mais fait, c'est un délire. ouais, Moi- mais ça c'est moi- Manuel moi, qui m'a j'en ai- débloqué. Oui, mais, non, mais je vais te dire. En fait, j'ai eu la chance de juste toucher du doigt l'agenda de Manuel Diaz qui avait fondé Imakina avec il y a aujourd'hui 60 000 employés, 4 milliards par an et tout. Ouais. Et le mec, je le voyais répondre à des abonnés. Je lui disais, attends, il y a un truc qui va pas là. T'as 60 000 employés, machin. Moi, j'ai 1 million d'abonnés, c'est super, mais je leur parle pas à tous. Comment tu fais et tout? Ouais. Oh, c'est de la volonté, tu réponds au moins 1 sur 3, c'est normal. C'est eux qui t'animent Ah oui, le 1 truc sur et 3, tout. ok, Tu vois. ok. En moyenne, peut-être Ouais, pas ouais. à tous, mais dès que j'ai une question un peu Moi je intéressante, pense que je fais du 1 sur 3. ou alors je réponds à une personne et je le partage en story pour Ouais. que les autres voient la réponse et qu'ils puissent être aidés et tout ça Ok, au fur et à ok. mesure. Et j'ai tellement changé de mindset là-dessus. C'est-à-dire qu'avant, j'étais le genre de connard qui te disait c'est pas grâce à mes abonnés que j'ai réussi, c'est d'abord grâce à moi, machin et tout. Non, en fait, c'est avec eux que j'ai réussi. Ok. J'ai plus du tout cette mentalité de me dire Ouais, ouais. oui, évidemment que j'y suis pour quelque chose. Si j'étais resté cloisonné dans ma cuisine, personne serait venu me chercher en me disant ah, tiens, je veux m'abonner à ta chaîne YouTube, ouvre-la, tu vois, ça me serait jamais arrivé. Mais J'ai jamais eu de réponse MDR. Tu parles à qui là? À moi ou à Romain? Mais moi je pense que je fais du 1 sur 3 à peu près. ok. Mais enfin désolé, je t'ai coupé du coup. Mais, Non, mais j'essaie en tout cas et je trouve ça vachement charmé. Enfin, en tout cas, Instagram, plus ça avance, plus j'adore. TikTok, ça me fait marrer, mais c'est vraiment juste un produit d'appel. C'est simple, aujourd'hui, pour t'expliquer, sur TikTok et Facebook, on balance tous les contenus qui sont validés en format réseaux sociaux. Ouais. Tous, on fait aucun tri. Ok. Ensuite, en fonction des résultats, je poste en YouTube Shorts et en Reels. Ok. Ceux qui ont le plus performé sur les deux plateformes. D'accord. Ça c'est, on a une sélection naturelle en fait, pour Ouais, être sûr que les contenus que je publie soient impactants et tout ça sur les plateformes qui sont pour nous les plus premium. J'ai pas envie de tout balancer sur YouTube et de flood, tu vois. Ouais. Voilà. Ok. Donc ça maintenant on a cette stratégie là, on a mis à peu près Tu 2 balances mois. tout sur Insta. Non, sur Non, ok. TikTok et Facebook. Ah sur TikTok et Facebook. TikTok et ok, Facebook, d'accord. je considère que C'est- c'est des c'est réseaux ton- poubelles. D'accord, c'est ton Vraiment, crash- c'est ton crash test, ouais, quoi. tout ce qui est pris, Ok. je balance. Ah ouais. Et je peux en balancer 4 par jour des TikTok. Avec Ok. un mec, on fait ça sur Buffer et tout, on a tous les logiciels pour le C'est faire. pas mal ça, ce sorte de A/B testing. Et ce qui sur- marche le mieux, on le prend, on le fout sur Reels. Et en plus de ça, maintenant, avec Instagram, tu as l'A/B testing qui arrive via le Creator Studio de Facebook. Mhm. Ça marche d'enfer. Ok. Tu plottes ton contenu sur Facebook et tu peux lui dire je veux ces 3 titres là, ces 3 miniatures là, celle qui marche le mieux, tu la sélectionnes. Sur Ah le oui, même contenu. ça sur c'est YouTube il y a sorti. ça aussi. Ok. Pas encore dispo en France. Ah ouais? Non, qu'aux US. Mais même les bigs ils ont ça, non? Je voyais, ils en parlaient sur le dernier Popcorn là. Ah ouais? C'est cool le dernier Popcorn, d'ailleurs, je vous le recommande avec Avec Mike McFly Carito, ouais. Ouais, j'ai pas vu Il y a encore, j'ai vu des rumeurs. une heure sur YouTube et Ok. il parle de tous les trucs du YouTube Games qui a changé, les prods, les trucs, comment Ok. évolue le business, c'est hyper intéressant. Et ouais, enfin ils disent que c'est accessible pour tout le monde l'A/B testing quoi. Bah, Moi, je l'ai écoute, pas encore testé. non plus. Mais il me semble que c'est là. Enfin, j'ai aussi j'ai un. Bah, je vais les mon regarder, pote, j'ai peut-être loupé, hein. Mon pote Dimi sur Major Prépa qui me disait qu'il l'utilisait aussi. Enfin bref. Ok. Ouais, McFly en parle, ouais, c'est ça. Bon, ça fait 2 heures. Ouais, écoute, ça s'est passé vite, hein. De ouf. J'ai envie de te poser une dernière question. Si tu pouvais partager un seul tips à la communauté là qui nous écoute pour les aider à transformer leurs rêves en projet, ça serait quoi? Pas écouter les autres. Genre vraiment, c'est genre pour moi mon meilleur conseil c'est parle à plein de gens pour savoir ce qui existe, mais les écoute pas. Parce que t'auras tellement de gens qui vont essayer de te décourager en fait. Quand t'as ton rêve, c'est ton truc à toi, tu vois. Et le jour où tu fais un truc qui ne peut venir que de toi, t'as un sentiment de folie, tu vois. Et tu sais que c'est pas la société qui t'a dit de faire ça, la famille, la pression sociale qui t'a dit bah non, vu ton statut, il faudrait que t'aies un job comme ça, et ça ferait mieux en soirée. Enfin, tu vois, le jour où tu fais vraiment ton truc, je veux être master sur League of Legends, t'as un sentiment de fou en fait. Et en fait, quand est-ce que t'arrives à faire ça? Le jour où t'en as plus rien à foutre de ce que les gens pensent de toi, tu vois. Moi, enfin, quand j'ai quitté Goldman pour devenir master sur League of Legends, je peux pas te décrire l'hilarité que ça a provoqué chez certaines personnes, à quel point ils se foutaient de ma gueule, tu vois. Et c'était ouf, tu vois. Et puis après, quand ça a commencé à se passer et tout ça, il y a mon petit frère qui bosse encore en banque, tu vois, qui me dit, il y a des gars de la banque, des collègues, je les connais même pas, ils arrivent à la cafette, ils se foutent de ma gueule, ils me font, ah ouais, c'est ton frère qui est devenu le streamer, et ça, ils se foutent de ma gueule, et mon petit frère était mal, il m'appelle, il me fait, c'est quoi ce bordel avec ça? Je dis, Jeannot,
Si les mecs, leur seule pause de la journée à la cafette, ils l'utilisent à parler de moi, moi je suis influenceur, je suis content. et donc voilà, genre, je pense que le secret, ouais, c'est ça, c'est de réussir à... T'as tellement de gens en fait qui sont malheureux dans leur vie, qui ont peur de faire des choix, et comme ils ont peur de faire des choix, ils essaient de décourager tous ceux qui en font, qui sortent des rails, qui font leur truc, et tu sais, ils font ah t'es trop nul, alors qu'en fait ils se chient dessus de faire la même chose, ils aimeraient faire la même chose que toi. Le jour où t'en as plus rien à foutre de ces mecs-là, c'est tous tes projets, c'est let's go quoi, ça se réalise quoi. Je pense. Voilà, c'est ça mon conseil pour la fin. Merci Jocaris, c'était trop cool. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une super soirée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bougez-vous le cul et tout se passera bien. Salut. Bisous les gars, ciao, merci beaucoup d'être venus.